Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer à travers des réflexions et des parcours inspirants. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et préparateur physique et je suis quelqu'un de passionné par le travail et par tout le développement personnel et physique lié à ce travail, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, merci d'être là aujourd'hui pour ce podcast avec nous. Comme vous l'avez écouté dans l'intro et maintenant vous connaissez un peu le thème aujourd'hui, j'accueille un invité de marque. Ça fait longtemps que j'avais réfléchi à qui j'allais inviter sur le podcast et j'avais pensé à lui avec Simon depuis le départ. Donc Vincent, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je te laisse te présenter parce que tu vas mieux le faire que moi et après on va recontextualiser un peu les choses pour initier la discussion. Ok, alors déjà salut Tom, merci de l'invitation, merci aussi à Simon, ton acolyte, puisque comme tu l'avais dit dans un podcast, tu es le seul à interviewer, mais les choix se font en concertation, hein. J'ai écouté un peu tout à l'heure. Écoute, donc Vincent Issartel pour le nom de famille, j'ai 34 ans, je suis basé à Dijon. Plus pour très longtemps, mais je suis basé à Dijon, natif de Dijon. Je suis, on va dire, coach, préparateur physique depuis bientôt une quinzaine d'années. Tu vois, hier, je suis allé au STAPS récupérer un papier et je me suis rendu compte que j'y étais en 2006, donc ça date grave. Voilà, donc j'ai eu une salle de sport pendant 9 ans, toujours pareil, à côté de Dijon, qui s'appelait Primal Performance. Salle que j'ai fermée et revendue il n'y a pas plus tard que 3 semaines. Donc voilà, c'est des infos qui sont vraiment fraîches. Voilà, pour m'en aller vers d'autres horizons, on en parlera peut-être après si tu veux, on développera ou pas. Voilà, donc sportif, passionné de sport, mais pas que, je dirais, parce que j'aime pas les cloisons, j'aime pas être cloisonné et j'aime pas cloisonner les gens non plus. Donc voilà. En tout cas, ce qui me fait gagner ma vie, c'est le sport. Ce qui me fait kiffer depuis très longtemps, c'est le sport. Mais voilà, je te dirais que de plus en plus, c'est pas le même sport, c'est pas la même chose. Et voilà, la façon de voir les choses évolue et les manières de se challenger, de se dépasser aussi. Voilà, je me suis adonné à d'autres activités que le sport depuis quelques années maintenant. Et en vrai, c'est un kiff de ouf. Et voilà, après, tant qu'on arrive à appliquer le mindset du sportif et voilà, d'avoir la même grinta dans tout ce qu'on peut entreprendre, on arrive à s'éclater. Voilà. C'était déjà hors sujet, je suis désolé, mais bon, voilà. C'est très bien. Je vais recontextualiser les choses. Ouais, Tu as écouté qu'un seul podcast parce que à l'heure où on enregistre, là, on est début janvier, j'en ai pas sorti beaucoup, même si j'en ai beaucoup en stock parce que je suis un mec qui aime bien avoir de l'avance. Les podcasts que je tourne, c'est vraiment des discussions avec des gens que j'apprécie. Tu vois, nous on se connaît pas, on s'est jamais ouais, rencontrés, mais j'ai regardé tous les Ça dit quoi parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. J'ai écouté tous les podcasts où tu étais interviewé. Il me semble que tu en as fait un avec Rudy, ouais, c'est un pas avec ça, hein. J'avais Sean. une barbe blonde, bordel. Et ouais, t'avais la barbe teintée, c'est vrai. Et j'arrive à savoir, tu vois, via les gens qui ont l'air authentiques dans les vidéos, dans les podcasts, avec quelles personnes on a des points communs. Et je sais qu'on a des valeurs Ouais, communes. On va le voir au fur et à mesure de la discussion. Et je sais pertinemment que si on fait un podcast ensemble, la discussion, elle pourrait durer 3 heures parce qu'on aura toujours des choses à se dire, parce qu'on a à peu près le même mindset sur pas mal de choses. Je le sais, même si on ne s'est jamais rencontré en vrai. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant. Les amis qui écoutaient ce podcast-là, le but des podcasts qu'on tourne, c'est de vous motiver, mais pas que, en fait, de vous accompagner dans des moments qui peuvent être un peu chiants, un petit peu longs quand vous êtes en voiture, etc. Autant écouter une discussion qui potentiellement peut vous donner du peps, peut vous donner un petit coup de boost, etc., pour voir les choses un petit peu différemment. Parce que comme Vincent l'a dit, on n'aime pas mettre les gens dans des cases. Et moi, ce que j'aime, c'est les parcours atypiques. Et je sais que tu as un parcours atypique. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Des gens qui font les choses différemment de la norme. Encore une fois, qu'est-ce qu'est la norme? C'est une longue question. Et le ouais, but, c'est c'est vrai. que vous passiez un bon moment avec nous sans, par exemple, perdre du temps à regarder un truc qui sert potentiellement à rien à la télé ou ce genre de choses. Allez
utiliser, on va dire, allier l'utile et l'agréable dans un moment de détente et vraiment une discussion plutôt cool autour de tout ce qui t'a amené à faire ce que tu fais maintenant. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. Comment tu en es arrivé à ouvrir ta propre salle de sport? Parce que c'est un truc qui se fait quand même de moins en moins. Tu me dis que tu allais chercher un truc à la fac qui datait de 2006. En vrai de vrai, si on prend à partir des années 2010 dans le fitness, il y a quand même eu des grosses enseignes qui ont cassé tous les codes actuels et qui ont surtout cassé les prix. Et du coup, pour les coachs qui étaient entrepreneurs à l'époque et qui voulaient ouvrir leur salle et développer vraiment un business autour de tout ça, ça commençait à être quand même très compliqué. Comment tu as lancé, toi, ta salle de sport et comment ça t'est venu à l'idée de te dire, vas-y, je me lance, je fais une salle de sport à mon image et où j'accepte tel ou tel type de client. Je sais pas si tu as accepté tout le monde. Je sais pas comment ça se passait, Ok, s'il y avait ouais, du free je access, suis etc. passé par plusieurs modèles économiques, dont le free access avec lequel j'ai commencé. Donc, en fait, pour commencer par répondre à ta question, quand je me suis lancé dans le coaching, j'ai eu une première entité qui s'appelait Vitamine, qui était la première, on va dire, boîte que j'ai créée, avec une identité visuelle, une charte graphique bon, qui à la base me satisfaisait, hein, puisque c'était OK, mais voilà, qui était très édulcoré, et très ce qu'on peut imaginer du cliché du coach à domicile, tu vois, avec des couleurs un peu flashy, le petit Nike Pro, les petites haltères chromées, enfin voilà, le truc tout mignon, tout qui au final n'était pas moi, mais bon, voilà, j'ai commencé à bosser avec cette identité et me rendant compte au fil des mois et des années que bah, je me trahissais un peu de par ma com déjà et ça m'embêtait. Je suis retourné voir l'agence qui m'avait fait ma première com et je leur ai dit, bah, les gars, donc, je suis toujours coach, j'ai un peu plus de monde, j'ai découvert des outils un peu fonctionnels qui me bottent. Et j'aime ce côté un peu primitif, primaire, primal, d'où le nom. Et je leur ai dit, voilà, je voudrais une com un peu plus rustique, un peu plus authentique, un peu plus axée sur la performance, moins sur le fitness, etc. etc. Et je leur ai dit, voilà, je veux un gorille. Parce que le gorille, pour moi, représente beaucoup de qualités physiques, en plus, au vu de son gabarit, etc. Bref, donc on est tombé sur le Primal Performance. À la base, le nom Primal, ça venait d'un jeu vidéo auquel je jouais quand j'étais gamin qui s'appelait Primal Rage. C'était des gorilles, des dinosaures et tout qui se tapaient dessus en mode comme un jeu de combat à la Street Fighter, mais avec des animaux un peu préhistoriques. Et j'ai toujours eu ce nom un peu en tête et voilà, ce côté rustique, ce côté rugueux, etc. Et voilà, donc je suis arrivé, je leur ai dit, je veux le mot primal et je veux un gorille. Vous faites ce que vous voulez. Et on est tombé là-dessus, voilà. Et donc j'avais ma com, j'avais déjà quelque chose qui, à mon sens, me ressemblait un peu plus. Mais j'avais donc des clients à domicile et j'avais de plus en plus de clients que j'invitais à s'inscrire dans des salles. C'était encore l'époque, je te parle de ça, 2009, 2010, où c'était encore possible d'aller avec des gens dans les salles, de les coacher, ce qui se fait de moins en moins parce que soit maintenant on demande des loyers exorbitants, soit comme tu l'as mentionné, toutes les grosses chaînes qu'on connaît ont leur service de coaching, leur coach propre dans les enseignes et tout. Donc ça se fait moins. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Et donc, du coup, j'amenais mes clients. Voilà, tu présentes le client en gérant, machin, le mec s'abonne et après, tu fais ta vie avec ton client, tu peux le coacher tranquille. Sauf que moi, qui aimais déjà à l'époque, qui avait commencé à goûter au kettle, au sac bulgare, au corde ondulatoire, à faire des trucs un peu à la sauvage, tu vois, enfin à la sauvage, non, qui ressemblait plus à de la prépa physique et qui, du coup, dénotait dans une salle de fitness conventionnelle. J'étais quand même relativement souvent confronté à des clashs avec les gérants, à me prendre des remarques sur mes entraînements à moi, sur ouais, tu fais chier, monopolise pas trois postes, ouais, pourquoi t'emmènes des haltères là-bas, c'est pas fait pour ça, ouais, c'est quoi ce croissant en cuir là, en parlant des sacs bulgares, enfin voilà. Donc, et je me suis même vu ramener des kettles, mais pourquoi tu ramènes tes cloches, enfin voilà. Donc tu vois, plein de. Parce que moi, je te parle encore une fois d'un truc qui date d'il y a 15 ans, les kettles, on n'en voyait pas dans les salles, tu vois. On n'en voit encore malheureusement pas toujours dans les salles ou alors les choix de poids et tout sont catastrophiques, mais bon, ça c'est un autre débat. Et voilà. Et du coup, à force de tout ça, je me suis dit, ben, en fait, la solution pour plus que personne me pète les couilles, pour être vulgaire, ben, c'est d'avoir ma salle, en fait. Et donc, c'était une réflexion que j'avais avec mon meilleur pote à l'époque, comme on a là, en fait. On parlait, on buvait un café et il me dit, bah, écoute, si tu es soi-disant, bon, toujours avec ce côté un peu chambreur, tu vois, d'homme à homme, tu vois, si tu es soi-disant bon, si tu es soi-disant si, bah, porte tes couilles et ouvre une salle. Et je dis, ouais, mais je sais pas comment, je sais pas, j'ai pas de local. Enfin, voilà. Bref, on va sur le bon coin, on trouve un local qui était en piteux état. Il me chauffe un peu, il me dit, vas-y, appelle, 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 appelle. Il me met la pression, alors je n'avais pas du tout prévu. Moi, je l'ai appelé, j'ai pris rendez-vous avec le proprio. Le local m'a plu, même s'il était dans un état délabré. Et je me suis engagé, en fait, j'ai donné 2 mois de loyer pardon, d'avance
sans même avoir consulté la banque, sans rien avoir fait au préalable, en me disant, allez, vas-y, on y va, balèque, ça va être ma salle. Et en fait, l'aventure, elle a commencé comme ça. Donc, je pense que c'était rentrée 2012, ouais, septembre 2012 que j'ai commencé ces démarches. Et la salle a été ouverte officieusement le 10 février, officiellement le 10 novembre, parce qu'il y avait encore des demandes d'autorisation de travaux que je n'avais pas fait dans le bon ordre, etc. Tu sais, moi, je fais les choses et je règle le problème une fois que le problème il se présente, si jamais il y en a un. Tu vois, je n'anticipe pas toujours les choses. C'est plus à l'instinct, on va dire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Mal, quoi. Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai ouvert ma salle. Donc, à la fois, c'était un souhait, à la fois, c'était pas un souhait au moment où je l'ai fait. Mais comme beaucoup de choses que j'entreprends un peu dans ma vie et à chaque fois, je me rends compte que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est que il faut arrêter. Mais ça, c'est des phrases un peu, je dirais, à la con qu'on voit sur Insta, tu vois, mais qui sont connues. Il n'y a pas de bon moment pour faire les choses. C'est-à-dire que j'aurais attendu 3 mois de plus, ça n'aurait pas été spécialement le meilleur timing pour l'ouvrir ou 3 mois avant. Il y a quoi qu'il arrive des embûches, il y a quoi qu'il arrive des choses qui n'étaient pas prévues, auxquelles j'ai été confronté. Et j'aurais eu les mêmes problèmes 6 mois après. Donc, au final, le fait que mon pote m'ait un peu chauffé et m'ait dit écoute, vas-y, ouvre ta salle, ça m'a un peu bousculé dans les démarches et tout. Et au final, ça s'est fait. Tu vois, comme souvent, quand on entreprend quelque chose, on se rend compte qu'avec du recul, bah ouais, finalement, on y arrive. Euh, voilà, on y arrive et du coup, ben voilà, c'est une autre dimension qui s'offre à toi. Après, tu t'entraînes comme tu veux, tu entraînes les clients avec le matériel que tu veux. C'est-à-dire que, et c'est vraiment là que j'ai eu l'impression d'arrêter de mentir à mes clients au moment où je me prévalais un peu, je ne vais pas dire meilleur parce que c'est arrogant, mais en tout cas avec des idées, une façon de voir le fitness différente de ce qui se voyait dans les salles à l'époque. Parce qu'encore une fois, hein, le CrossFit n'existait pas. L'entraînement fonctionnel, bon, ça commençait à être un peu hype, mais c'était une hype moitié mal vue, moitié, tu vois, c'était un peu bizarre, quoi. Et, euh, et donc, je me prévalais différent. Et le fait d'ouvrir ma salle et de mettre dedans des pierres d'Atlas, des kettles, des sacs bulgares, des charges libres, des trucs, et bah, tout de suite, tu te crédibilises de walk your talk, en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est bien beau de jacter, de dire que tu es différent. Tant que tu n'as pas ouvert ta salle et que tu emmènes les gens dans des salles de fitness classiques, ben, tu es le même coach que les autres finalement, tu vois. Voilà. Et donc voilà, ça s'est lancé comme ça en fait. Et alors, pour que les gens qui ne te connaissent pas forcément, même si j'espère que les gens qui vont écouter te connaissent, quelle est toi ta méthodologie d'entraînement, même si j'aime pas trop ce terme, dans le sens où il y a pas, enfin, on n'est pas cantonné dans des cases. Mhm. Comment toi tu t'entraînes et comment t'entraînes tes clients en fait? C'est quoi ta spécificité par rapport à tout ce qu'on peut voir de manière classique? Alors, moi, mon vrai amour originel avec la fonte, ça reste la musculation au sens bodybuilding qu'on connaît de Arnold, de Frank Zane et compagnie, tu vois, le pumping iron, quoi. C'est-à-dire bodybuilding au sens enfin, littéral, construction du corps, quoi, tu vois. Moi, donc, c'est avant tout comme ça que je m'entraîne et que j'entraîne mes clients. Et avec à la fois de la force, donc qu'on pourrait dire inspiré de la force athlétique, puisque de toute façon, dès que tu pratiques, dès que tu entends performer ou faire performer les gens sur soulevé de terre, squat, développé couché, tu es forcément obligé de t'intéresser à la force athlétique d'un point de vue technique, d'un point de vue schéma moteur, d'un point de vue exécution, etc., pour faire les choses correctement, sans se blesser, avoir une progression linéaire. Je t'avoue que l'haltéro, je m'y suis intéressé il y a majoritairement quand j'ai ouvert la salle et un peu quand j'étais encore en STAPS. Très vite, je me suis rendu compte que le ratio temps, temps passé à pratiquer versus plaisir versus progrès me satisfaisait pas. Et du coup, j'en ai aussi déduit que ça ne satisferait encore moins mes clients qui partaient d'un schéma athlétique de base, on va dire, moins élevé que le mien, avec un potentiel athlétique moins élevé. Donc, et à mon sens, tu ne peux pas faire de l'haltéro à des gens qui ont un potentiel athlétique qui part de zéro. Il y a tellement d'autres schémas moteurs à développer avant que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui commence la muscu, OK, bah, demain, on va commencer à l'arracher. Enfin, pour moi, ça semble un non-sens, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis jamais trop pris la tête à faire de l'haltéro aux gens. L'haltéro, j'en fais avec des mouvements semi-techniques en prépa physique avec des athlètes.
quel qu'il soit, peu importe le sport, hein, parce qu'à l'inverse, c'est un excellent moyen de développer les qualités physiques, l'explosivité, etc. On va pas brasser des choses que tout le monde connaît. Voilà, et puis après, moi, pour la condition physique, j'ai toujours été enfin, toujours, dès que j'ai découvert les outils que je t'ai mentionnés tout à l'heure, les kettle avec le Girevoy Sport, tu sais, le sport des kettlebells, en fait, hein, avec lequel j'ai passé un level one il y a, je pense même avant d'avoir ma salle, donc ça doit faire peut-être 12 ans, avec un monsieur qui s'appelle Ole Ilika, un Ukrainien. Je l'avais passé chez Dogman à Lyon, je ne sais pas si ça te parle, Ouais, si, je vois qui c'est. Ouais. un peu un référent de la kettle en France et qui avait c'était son maître un peu kettle à l'époque. Et donc moi j'avais passé mon level one avec ce gars-là. Donc c'était avec lui que j'avais appris snatch, swing, clean and jerk, kettle, que j'exploite plus au sens sport kettle, pareil, et que je ne fais plus exploiter à mes clients. C'est juste que voilà, pour apprendre aux gens à faire un swing correct, c'est quand même une vraie base, quoi, parce que c'est comme ça que si tu veux de l'efficience, tu l'exécutes. Voilà, et puis après, les outils qu'on connaît, enfin que les gens me suivent, connaissent, les sacs bulgares, les choses comme ça qui sont inspirés des sports de combat dont je viens et voilà, qui permettent de se mettre des bonnes cartouches un peu sous forme de runes, sous forme de travail un peu intermittent, quoi. Donc, si je devais résumer, je pense avoir une méthode de travail un peu hybride. Je ne suis pas un coach de body, je ne suis pas un coach de CrossFit, je ne suis pas un coach d'haltéro, je suis un touche-à-tout, je pense. Voilà, un touche-à-tout. Et dès lors que tes clients ne sont pas des spécialistes dans une discipline, bah, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour leur faire découvrir plein de choses, pour leur faire essayer de leur faire aimer plein de choses. À l'inverse, voilà, c'est sûr, si demain j'ai un mec qui me dit je prépare les qualifs pour les jeux en haltéro, ben, j'aurais aucune. Je rougirais pas de lui dire écoute, je pense pas être le meilleur là-dessus parce que je suis pas spécifique haltéro, qu'il y a plein de coachs d'haltéro, que maintenant ça s'est démocratisé, etc. Voilà, pareil, un mec qui me dit je prépare les mondes en force athlétique. Peut-être que je pourrais me creuser la tête et lui faire une planif, c'est sûr, même qui tienne la route, mais ça ne m'intéresserait pas si tu veux. Voilà, moi je suis. C'est pas mon truc. En tout cas, la spécificité dans le monde de la fonte ne m'intéresse pas et ne m'intéresse plus, du moins. Voilà. Ok, mais tu maîtrises quand même chaque outil, toi, personnellement, tu vois, un petit peu, du moins. Oui, 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 non, mais bien sûr. Oui, oui, non, mais bien sûr, je le maîtrise. Mais plus je vieillis, en tout cas en tant que pratiquant, plus je me rends compte que la spécificité ne m'apporte rien. Euh, qu'elle, d'une, qu'elle ne m'intéresse pas et qu'elle ne m'apporte rien. Donc, je ne sais pas si elle ne m'intéresse pas parce qu'elle ne m'apporte rien ou si elle m'apporte rien parce qu'elle ne m'intéresse pas. Mais tu vois, j'en parlais avec un mec qui fait de la force là, sur Insta, là, avec qui je communique beaucoup, Clément. C'est tu vois, je te fais une petite digression. Il me suit actuellement là en force parce que je suis une vraie chèvre au Ok, squat, moi. Donc, ok, on se connaît bien et je l'ai interviewé sur le podcast. Il sera sorti d'ailleurs, le ok, podcast avec cool. Clément Bah, voilà. à l'heure Bon, où on pareil, on ne parle. s'est jamais rencontrés, mais ça fait des années qu'on se parle et je pense que c'est vraiment un super gars. Alors, tu disais que à distance, les vrais reconnaissent les vrais, hein, comme on pourrait dire, et Clem, c'est le cas. Et voilà, et je lui disais le bonheur que c'était là de m'être mis à la course à pied depuis 3 semaines et de trouver un autre moyen de me challenger. Et c'est ce que je lui dis, en fait, je lui dis pas plus tard qu'avant-hier, je lui dis, j'arrive plus à me fixer d'objectifs dans la muscu, si tu veux. C'est-à-dire que ni un squat à temps ou un terre à temps, ça me fait bander, c'est plus, ça m'intéresse plus. J'ai l'impression que j'ai trop écumé la muscu. Enfin, pas que je sois arrivé au sommet du monde de la fonte, hein, loin de là, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, j'aime toujours ça, mais j'ai besoin d'autres trucs, tu vois, voilà. Et c'est pour ça que je me suis mis à la course à pied. Et, et à la fois, je me dis que ça veut dire qu'on met un peu d'eau dans son vin et qu'on essaie d'aller voir ailleurs. C'est pas plus mal, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire, tu vois, parce que moi, j'ai commencé la muscu pour le judo quand j'avais 14 ans. Maintenant, j'ai 27 ans. J'ai jamais arrêté plus d'une semaine, on va dire, de toucher une barre. Ouais. Je fais plus de muscu à proprement parler. Aujourd'hui, j'essaye d'écumer un petit peu la méthodologie CrossFit, même si je sais qu'un jour, j'arrêterai, dans le sens où en ce moment, ça me plaît, tu vois. Ouais. T'es Mais dans une box, t'es adhérent dans une box. je suis pas adhérent dans une box. Enfin, j'étais dans une box. Maintenant, je m'entraîne chez moi. J'ai la chance d'avoir Ok. ma salle Un vraiment gym. bien équipée, tu vois. Je travaille avec Jocelyn, moi, que tu connais bien. Ok. Je travaille avec Joss, Qui donc a fait ses sur classes Viking. à prix mal, hein, je pense que tu Et le ben, sais. justement, c'est pour ça que je viens là-dessus. Est-ce que le fait d'avoir
formé, entre autres, des gars comme Jocelyn, qui pour moi aujourd'hui sont quand même des références dans leur domaine Ouais, en c'est un France. leader hein, maintenant dans le monde du CrossFit. Je pense qu'en Clairement, France, il bah, devient un leader en tout cas. exactement, c'est quelqu'un de très, très, très carré dans ce qu'il fait et c'est en partie grâce à toi, je pense, parce que tu lui as appris pas mal de choses, à mon avis. Mais après, voilà, il s'est forgé Moi, lui. j'aime pas m'attribuer les lauriers des autres, Non, mais bien vraiment, tu sûr. vois. Mais dans le parcours, tu vois, il t'a rencontré, donc Ouais, forcément, oui, tu lui as oui, en tout apporté cas, il quelque a chose, tu découvert vois. la muscu chez moi. Voilà, ouais, mais après, il a fait ses classes, il est allé au Canada, il a Bien côtoyé sûr, des salles pro. c'est Voilà. un travailleur de fou. Je dis tout le temps, il est complètement fou. C'est un mec très, très perfectionniste, mais tant mieux. J'adore bosser avec des gars comme ça. Euh, donc, la fonte, tu vois, c'est un espèce d'amour auquel tu reviens tout le temps, mais je comprends qu'au bout d'un moment, tu fait le tour parce que des haltères, c'est toujours des haltères, tu vois. Mhm. Et tu aimes toujours les soulever parce que ça te challenge et parce que tu es un peu. Tu as fait du judo, toi aussi, il me semble, hein. Ouais, ouais, j'ai fait du judo pendant une quinzaine d'années, ouais. Tu vois, on est dans ce délire un peu martial Ouais, ouais. depuis l'enfance où tu as t'as une espèce de code de conduite et c'est comme ça et puis c'est tout. Comme le matin quand tu te lèves et que tu mets la story de ton café, Ouais. etc. C'est comme ça et c'est pas autrement parce qu'en fait, c'est dans la tête et puis le job doit être fait, donc le job sera fait. Mais des fois, tu as des hauts et des bas dans le kiff de soulever la fonte, faire tel ou tel entraînement. Mais parfois, tu es lassé, mais tu t'entraînes quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, souvent, enfin, c'est ce que des fois je dis à des clients ou à des gens qui m'écrivent et qui pensent que je suis un surhomme, un robot. Enfin, alors un robot dans le sens avoir la discipline sans avoir envie, oui, on peut dire que du coup, tu es un robot quand tu fonctionnes comme ça. Mais ça m'est arrivé ces derniers mois de faire des séances de muscu et de ne pas prendre de plaisir, tu vois. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais c'était surtout sur les séances plutôt upper, tu vois, parce que tu sais, en fait, quand tu fais du squat ou du soulevé de terre, quand tu te mets dans ta séance, tu arrives à kiffer, à sentir que tu soulèves des montagnes, tu vois, et ça, c'est gratifiant. Par contre, ouais, de faire la muscu, non, ça m'épanouissait pas, et souvent, j'arrêtais mes séances de muscu au premier tiers pour aller faire du sac à l'étage, dans ma salle. Et ouais, parce que je pense que maintenant, si tu veux, moi, je suis plus dans une optique où la traduction en français, elle n'est pas évidente, mais où je workout plutôt que je m'entraîne, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, l'entraînement, il y a vraiment une notion de. Tu définis un but et ensuite tu mets tout en œuvre pour atteindre ce but. Donc ça demande déjà d'être sur un entonnoir plus restreint, tu vois. Moi, je suis plus workout en ce moment dans le sens où je me mets plus des cartouches, je transpire, je crame des calories. On va pas se mentir, je maintiens quand même un niveau de perf que j'estime acceptable parce que je trouve qu'il en va aussi de ma crédibilité et voilà. Et puis un peu l'orgueil, évidemment, tu vois. Mais voilà, j'ai plus besoin ouais, de me mettre un peu minable que de m'entraîner en me disant je vais progresser pour le squat, pour encore une fois le bench, pour peu importe, tu vois. Et du coup, là, ce que j'ai découvert, enfin redécouvert avec la course à pied récemment, ça me redonne envie de me pencher sur une planif, de me pencher sur voilà, comment gagner 2 minutes au 10 km, comment garder son allure sur un 15 bornes. Enfin, tu vois, j'ai de nouveau envie de rendre l'entraînement plus scientifique et réfléchi sur un domaine. Ce que j'avais plus du tout envie ou besoin de faire en muscu, quoi. Voilà. Encore une fois, parce que j'arrivais quand même avec mes entraînements qui ne sont pas des entraînements idiots ou déconstruits, hein, mais j'arrivais à maintenir un niveau de force et de skill qui me convenait, tu vois. Si j'étais passé à un squat à 80 kilos et un soulevé de terre à 110, je pense que j'aurais bégayé un peu et je me serais posé des questions. Euh, mais voilà, donc c'est pas le cas et là, ça me satisfaisait. Mais voilà, j'entrevois une lueur de OK, j'ai de nouveau envie de me saigner pour un objectif et pas juste me saigner pour transpirer et perdre des calories, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Il va y avoir des coachs jeunes ou moins jeunes qui vont nous écouter. Comment tu as construit ta clientèle au départ quand tu as ouvert la salle? Parce qu'au final, tu as fait ça sur une opportunité qui était un peu un coup de tête. Et tant mieux, Ouais. parce qu'en vrai, la vie, ça fonctionne comme ça. J'arrête pas de le répéter dans les podcasts. Mais quand il y a quelque chose qui se présente, il faut le saisir. On verra après si c'est bien ou c'est pas bien. La plupart du temps, si vous prenez les choses du bon côté, quoi qu'il arrive, ce sera bien. Ça vous aura apporté Ouais. quelque chose. Là, c'est l'exemple même. Mais comment tu as ramené après des clients dans la salle pour voilà, pouvoir en vivre? Parce que quand même, l'argent est important, on va pas se mentir. Même si c'est pas la question, mais comment tu as fait pour avoir assez de clients pour pouvoir vivre de ta salle, quoi? Euh,
Alors en fait, au début, quand j'ai ouvert, donc j'avais une petite clientèle déjà avant d'ouvrir la salle, donc en coaching one-one, hein, qui pour la plupart m'ont suivi, mais malheureusement, certains, je me souviens à l'époque, avaient un peu fait marche arrière. La salle était quand même très rustique à l'époque où je l'ai ouvert. Elle ne ressemblait pas à ce que les gens peuvent voir sur Insta sur ces derniers mois. Du coup, certains qui avaient à cœur d'avoir une qualité de service, on va dire, plus sur la forme que sur le fond, voilà, avaient décliné. Et moi, à l'époque, quand j'ai ouvert, j'étais vraiment dans le kiff de me dire, je veux une salle de ouf où ça charbonne. Tu vois, je veux une salle, la salle du temps qu'on connaît dans DBZ. Tu as mis ta story ce matin. Je me suis dit, je veux une salle où tu n'as que des cyborgs, tu n'as que des gars à 200 au terre, tu n'as que des gars minimum à 150 au squat. C'était vraiment, et franchement, au bout d'un an, on y est arrivé. Enfin, il y avait vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des soirs, tu rentrais dans la salle, t'avais trois gars à 220 sur une barre au terre, tu avais des gars à 180 au squat, tu avais trois mecs torse nu en train de burpeeser comme des porcs. Enfin, c'était vraiment une salle de mutants à une époque, tu vois. Et comment j'ai ramené mes clients, je- partout où j'ai été adhérent à Dijon, là où je vis, j'ai toujours été, enfin, j'ai été adhérent dans beaucoup de salles. Et donc, je dis ça humblement, mais je me suis toujours un peu démarqué, moi, vis-à-vis des autres adhérents, de ma manière de m'entraîner. Tu vois, ce côté un peu rage de s'entraîner, de faire les choses à fond. Et du coup, dans une salle, on va dire lambda, tu sors vite du lot, malheureusement, dès que tu t'entraînes juste correctement et intelligemment, tu vois. C'est-à-dire que déjà, quand tes mouvements sont faits correctement, qu'en 6 mois, les gens voient un peu des progressions sur tes barres et sur ton apparence, déjà, ils se disent, ah ouais, lui, on dirait qu'il s'y connaît, tu vois, parce que malheureusement, la majorité des gens stagnent dans les salles, font n'importe quoi, etc., etc. Donc déjà, rien que le simple fait de m'entraîner correctement, je suis un peu sorti du lot. Après, je pensais être quelqu'un de très sociable, donc j'ai beaucoup discuté avec les gens. Et au moment où, enfin, avant d'avoir ouvert, je discutais, bah voilà, je vais ouvrir ma salle, ça sera ouvert à telle date, etc. Et j'étais beaucoup sur Facebook aussi au début. Et je pense avec du recul que, tu vois, j'avais encore plus de succès à l'époque sur Facebook que proportionnellement j'en ai aujourd'hui sur Instagram, tu vois, en termes d'audience. C'est-à-dire que dès que je mettais une vidéo d'entraînement, encore une fois, parce qu'il y a 15 ans, les kettles, les pierres d'Atlas, ça les choquait les gens, tu vois. C'était, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? J'allais dans des parcs pour enfants, des squares pour enfants, faire des tractions, des muscle-up, des trucs. Et du coup, les gens pensaient que, tu vois, j'étais un. Je sais pas si tu vois qui c'est, Hannibal, un mec qui a démocratisé le street Bien sûr. workout aux Un Renoir, États-Unis. là. Ouais, ouais, il est Voilà, un incroyable. Renoir ultra affûté qui faisait des muscle-up, les mains collées en série de 15. Voilà. Et moi, c'était ça mes inspi il y a 15 ans, tu vois. Et je me disais, wow, c'est ça qu'il faut faire. Donc, j'essayais de faire des vidéos un peu comme ça à l'époque sur ma chaîne YouTube et tout. Et je pense que ma notoriété, elle s'est un peu fait comme ça de mais c'est le ouf là, de Facebook là, qui a ouvert sa salle. Là. Tu vois, c'est un peu ce bouche à oreille là un peu la curiosité, un peu. Et à l'époque, quand j'ai ouvert, j'étais vraiment à fond dans venez chez moi, ça va être hardcore, quoi, tu vois. C'est-à-dire, venez chez moi, vous allez vous ouvrir les tibias sur vos barres de soulevé de terre, il y aura des pierres, vous pouvez dropper vos barres, vous pouvez. En gros, c'était pas le logo à l'époque, c'était pas le slogan, mais ça aurait pu être venez faire ce que vous n'avez pas le droit de faire ailleurs, quoi, tu vois. C'était un peu ça, moi, dans ma salle. Encore une fois, une salle comme tu peux l'avoir dans Pumping Iron, voilà, où ça sent la magnésie, où les mecs s'entraînent pour de vrai, où tu n'as que des gars congestionnés, où ça s'entraîne sérieux. Voilà, et là, Dieu sait que depuis un mois, je fréquente des salles Fitness Park, Giga Fit, machin truc. Mais laisse tomber. C'est là que je me rends compte que je suis un vieux con et que je suis d'une autre époque sur la muscu, tu vois. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans une grande chaîne comme ça, là. Ça doit faire au moins 2 ans. Franchement, ça me manque pas. Tu vois, moi, j'ai connu quand j'ai commencé petit, hein, j'ai commencé à 14 ans, tu vois. J'ai connu les salles vraiment de bourrin, tu sais, des trucs Ouais, ouais, associatifs. Les salles vraiment où ouais, tout le monde avait des gros squats, on faisait que des tractions, ouais, développé, couché, que des trucs sérieux. Après, je suis allé dans des salles un peu low cost où on n'avait même pas le droit de faire de terre, tu vois, dans le sens où ouais, ils avaient peur que ça abîme le sol. J'ai l'impression que ça s'est ouais. repassé dans le sens où maintenant il y a des petits plateaux d'haltéro qui se mettent dans les salles, des trucs comme Ah ça, ouais. tu vois. C'est Mais c'est- c'est je sais pas ce que différent. ça donne en 2022 encore, parce que je te dis, ça fait longtemps que je suis pas allé. Donc, Tu vois, moi, pas plus tard qu'hier soir, 17h30 à Fitness Park là, à Dijon, tu avais, je sais pas, peut-être une quinzaine de ptios en mode street workout. Donc, c'est des mecs qui sont OP, hein, tu vois, enfin, free handstand push-up sur des parallèles et tout. Mais
Mais en fait, tu sens qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de code, il n'y a plus de on respecte les anciens. Non, on s'en balait, qu'on vient avec nos sacs, on pose notre son à côté, bam, Ah on ouais, fait des NC. Tu vois. ah ouais. Ouais, c'est street, quoi, tu vois. Et à la fois, quand tu veux une barre, il faut soit tourner avec quelqu'un, soit attendre un quart d'heure que ça se libère. Tu vois, avant-hier, je demande à un gars, je lui dis, on peut tourner sur ton squat. Il me dit, ah, il me reste 3 séries. Donc, je me dis, bon, allez, vas-y, 3 séries, j'attends. Sauf que le gars, entre chaque série, il est sur Snap, il est sur Insta, il parle à sa meuf au téléphone, les récup, elles ne sont pas quantifiées, il se barre au chiottes, il revient 10 minutes. Que des trucs comme ça qui rendent dingue, tu vois. Et moi, ça fait 9 ans que j'étais dans ma salle. Et là, je suis obligé de demander à des gars qui sont en squat à 70 kilos, en quart de squat, si je peux tourner avec eux et qui se barrent 20 minutes. Ça me rend dingue en vrai, tu vois. Après, voilà, le monde du fitness aujourd'hui, il est comme ça. C'est beaucoup Insta, c'est beaucoup la génération Gymshark et compagnie. Voilà, tu vois, c'est. C'est Bon, vrai que c'est devenu la mode. C'est devenu la mode. Après, tu vois, faut ouais, pas non le plus. Enfin, fitness, c'est hype. C'est hype de faire du sport maintenant. C'est hype d'aller en hmm, salle en vrai, tu vois. c'est- Alors c'est- qu'avant, moi, je peux pas cracher dans la soupe dans le sens où c'est une partie de mes clients quand même, mais bon, j'ai une partie de clients qui est quand même un peu plus éduquée que ça, évidemment. Mais ouais, moi, à mon époque, quand tu rentrais dans la salle, tu disais bonjour aux vieux, tu checkais tout le monde, c'est ça, tu tout serres le la monde, main. tout le monde connaissait le prénom de tout le monde, tu vois, Ouais, normal. bien sûr. Ben, et donc voilà, moi j'ai voulu ouvrir ce genre de salle, tu vois. J'ai voulu ouvrir ce genre de salle et j'avais un free access et voilà. Alors après, mon business model était catastrophique. Si tu veux qu'on y revienne un peu, si ça peut aiguiller un peu les. Parce que moi, Carrément. mon plaidoyer, c'était en gros, vu que je sais m'entraîner et que je suis apte de vous faire des planifs et de vous faire progresser. En gros, moi, je disais aux gens, bah, abonnez-vous. C'était à l'époque 49 euros par mois. Donc, ouvert du lundi au dimanche, des horaires scandaleux. J'étais tout seul la première année. Je faisais, sans te mentir, je pense 80 heures par semaine de présentiel à la salle. Et je m'étais mis en tête d'avoir un gros tableau à l'entrée de la salle. Et chaque adhérent qui rentrait, je lui donnais sa séance. C'est-à-dire que chaque personne qui rentrait, je lui faisais une séance. La séance, évidemment, on essayait de faire ça en corrélation avec ce qu'il faisait en ce moment, dans le moment. Enfin, tu vois, il y a. Donc, en gros, chaque client, pour 49 balles par mois, il avait un free access. Il avait des coachings quasiment en temps réel, des corrections de posture en temps réel. Donc, c'est là-dessus, en fait, que je me suis démarqué. C'est ça qui a ramené beaucoup de gens. C'était, ah ouais, va chez Vince. En gros, à chaque séance, il te donne une séance, il te coach, il te corrige. Donc, c'est pour ça qu'à une époque, je m'en glorifiais, on en rigolait avec des adhérents. Ouais, je pense que j'étais la salle où il y avait le plus de mecs opérationnels au mètre carré, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, tout le monde avait, je pense, hein, un super squat, un super terre, un ratio poids de corps impeccable. Mais voilà, c'était au prix de journées pour moi franchement dégueulasses, de 12 heures à corriger tout le monde. Quand il y a 30 personnes, bah, j'essayais de me couper en 1000 pour corriger les 30 personnes. Ton squat, tes genoux, ton truc, ton dos. Merde, il y a quelqu'un qui arrive, ok, 2 secondes, je lui mets une séance au tableau. Franchement, c'était l'enfer, tu vois. Enfin, en termes de gestion, c'était l'enfer et on va dire que mes compétences se dévaluaient au fil des mois parce que plus j'avais d'adhérents, plus j'essayais de me démultiplier, plus les 49 euros, moi, si tu mettais ça en connaissances délivrées et facturées, ben, je gagnais 1 euro je gagnais 1 euro par adhérent, tu vois. Tellement ça me coûtait du temps, de l'énergie, de la concentration, de la réflexion, etc. Mais voilà, on va dire que c'est comme ça que je me suis fait connaître. Donc, je regrette pas, si tu veux, je regrette pas. C'est comme ça que j'ai eu à une époque. J'avais un petit noyau, tu vois, mais je devais avoir une centaine d'adhérents, je pense, au max. Après, dans une salle de 200 mètres carrés, voilà, c'était cool. Et puis, en parallèle, les coachings se développaient jusqu'au jour où la confrontation entre le public free access et le public coaching one-one était compliquée dans le sens où bah, les adhérents Free Access faisaient vraiment leur vie sans tenir compte que bah, je pouvais être en coaching avec une dame, tu vois, 3 mètres à côté. Et du coup, ben voilà, les trucs classiques de jeunes, tu vois, je blâme pas, je le fais aussi, je le fais encore, mais tu vois, de parler comment tu as tringlé ta meuf la nuit d'avant, de machin, tu es en coaching avec une dame de 70 ans, tu as un gars qui vient de dire, ah, tu peux enlever le rock et nous mettre Booba, s'il te plaît, parce que vas-y, le rock, tu as vu, c'est chiant. Enfin, en fait, il n'y avait pas de cloison, si tu veux. C'est-à-dire que je coachais des gens au milieu de la jungle, un peu, tu vois. C'était un peu ça, comme si je devais le définir, tu vois. J'ai jamais eu trop de plaintes de mes clients de coaching à l'époque, mais Ouais, moi, mais ça me tapait ça sur te les met mal nerfs. à l'aise un peu, tu vois. Enfin, Ça me mettait mal à l'aise
Et ça me bouffait une énergie des fois de voir un gars dans mon champ de vision et de vouloir l'étrangler parce qu'il faisait une dinguerie. Mais en même temps, tu es en coaching avec une dame, donc tu peux rien faire. Donc, tu vois, voilà, j'étais coach, en même temps, j'étais un peu gardien de gymnase, des fois, en même temps, un peu éducateur en MJC. Tu vois, il y avait un peu tout qui se mêlait. Et ouais, mais vraiment, tu vois. Et, Je vois le délire, ouais. Je vois très bien le délire. voilà. Et jusqu'au jour où, bon, si on refait le film, après, je suis parti à Lyon pour m'occuper d'un footballeur pendant 8 mois. Et donc, c'était le moment où j'ai failli revendre ma salle. Ça ne s'est pas fait parce que la personne qui voulait racheter, finalement, a fait marche arrière, n'a pas pu avoir son financement et tout. Et moi, ça s'est arrêté avec le footballeur parce qu'il est parti à l'étranger. Et j'ai eu le dilemme de est-ce que je reprends la salle, est-ce que je la reprends pas, est-ce que je la vends. Et je me suis dit, OK, je la reprends, mais à une condition, c'est d'enlever le free access. C'était d'enlever le free access parce que je voulais un peu glow up la salle, tu vois, on va dire les infrastructures, refaire à neuf, mettre un peu d'oseille dans la salle pour qu'elle soit un peu stylée. Voilà, et je voulais pas que ce soit dégradé constamment par un usage de brutasse, tu vois, qu'il y avait dans ma salle. L'usage que moi j'ai et que les gérants de salle me reprochaient il y a 15 ans. Hein, tu vois, j'en ai rigolé avec un gérant que j'ai revu la semaine dernière. Voilà, encore une fois, et j'ai compris en étant gérant de salle, j'ai compris parfois à quel point je pouvais casser les couilles aux gérants dans les salles, aux salles dans lesquelles j'allais, tu vois. De par ma pratique agressive, de par le fait de rester 2 heures et demie, de prendre que les haltères de 50, que les. Tu vois, enfin, voilà. Et tout ça, j'ai eu une saturation et je me suis dit, OK, maintenant, on va se concentrer sur le coaching. Je pense que ma presta délivrée sera de meilleure qualité parce que 200 mètres carrés pour un client, parce que mon attention ne sera pas monopolisée et parasitée par des trucs un peu environnants, parfois drôles, parfois énervants, mais quoi qu'il en soit, tu n'es pas à 100%, tu vois. Euh, et voilà, et donc de la rentrée 2019 jusqu'à il y a 3 semaines, il n'y avait plus de free access et il y avait uniquement coaching one-one, heure par heure. Voilà. Bon, après, il y a eu la période du Covid, de toute façon, Il y a eu la qui période allait du Covid. dans ce Ouais. sens-là, tu vois, au final. Ouais, Euh, bah moi qui m'a permis à un moment d'ouvrir parce qu'il y avait un espèce de vice de législation qui fait que au final j'étais une salle de sport sans en être une, donc je ouais, pouvais voilà, donc accueillir c'était un peu c'était des pas plus mal, gens. quoi. Ouais, c'était pas C'était plus pas mal au plus final. mal, c'était pas plus mal. Et même quand les salles de sport ont pu réouvrir, je t'avoue que ma clientèle était clairement sécure et j'ai même eu d'autres clients, récupéré d'autres clients qui avaient peur un peu du Covid et des salles de sport avec du monde et qui se sentaient complètement sécurisés d'être pendant 1 heure dans une salle que j'aseptisais avant et après les clients avec un coach seulement et pas 30-40 personnes à côté, même si les gens ont des masques. Voilà, les gens, on va dire, qui étaient les plus effrayés, surtout il y a 2 ans, le Covid faisait quand même au final beaucoup plus peur qu'aujourd'hui, enfin même il y a encore un an, tu vois. Et c'est vrai que cet aspect one-one, c'était beaucoup plus sécurisant et facile à vendre. Et voilà, tu avais encore moins besoin d'argumenter la plus-value de se faire coacher, quoi, si tu veux. Ouais, c'est clair. Du coup, aujourd'hui, là, tu nous as dit que tu as vendu la salle. Alors, j'imagine que ça n'avait pas été forcément facile de séparer d'un truc que tu as créé toute pièce, tu vois, déjà. Donc, c'est une chose. Je vais te poser plusieurs questions en une. Est-ce que tu as vendu au premier venu ou est-ce que tu as vendu à quelqu'un qui le projet, tu croyais dans son projet, ça te paraissait intéressant qu'il reprenne, etc. Et pourquoi tu as arrêté actuellement? Quel est le projet pour toi, là? Ok. Je vais peut-être déjà commencer par la deuxième question, du coup, et puis on. Vas-y. Non, on va commencer par la première. Donc, je m'étais fait, enfin, j'avais fait la promesse à mes clients de ne pas parce que moi, enfin, je pense comme tout coach, hein, mais certains clients, je les ai depuis 6 ou 7 ans, tu vois. Donc, il y a un vrai lien d'attachement. Il y a pas presque, il y a un lien amical avec beaucoup d'entre eux. Et il y avait un attachement assez fort et les gens étaient peinés que j'arrête déjà, premièrement. Et moi, ce que je voulais pas, c'était être obligé de mettre la salle en liquidation, ce qui aurait été le cas si j'avais pas trouvé de repreneur. Tu vois, j'aurais été obligé de liquider ma société. Donc, de faire ça un peu en schlag, en pirate, ça aurait pas été joli, tu vois. Et ce qu'aurait eu pour conséquence, en plus des bourbiers un peu économiques, c'était de laisser mes clients dans la panade, à devoir trouver un lieu pour s'entraîner, trouver un coach, etc. Et moi, je leur avais dit, écoutez, je vais faire mon possible pour, si j'ai beaucoup de demandes, caster un peu les gens pour trouver quelqu'un qui, au final, j'ai l'impression, vous conviendrait, parce que c'est compliqué de se faire un avis
tu te fais un avis humain. Moi, je pense que tu es pareil que moi. Quand tu rencontres quelqu'un 1 heure, tu lui serres la main et que tu discutes avec, déjà, tu arrives à la cerner un peu, la personne. Après, pour ce qui est de cerner les compétences de coach, ça met plus de temps. Et voilà. Mais en tout cas, je m'étais fait la promesse de choisir et de ne pas vendre au premier venu au plus offrant. Ça peut paraître un peu romantique de le dire comme ça, mais c'était un peu ce que je m'étais promis. Et donc, j'ai eu le choix entre 3 personnes, 3 repreneurs, et j'en ai choisi un là, sur lequel on communique un peu, là, Ellie, là, qui a repris la salle, qui est très jeune, qui a 22 ans. Ouais, qui est ultra jeune, mais qui humainement s'est tout de suite démarqué. Donc, je ne sais pas si c'est le fait qu'il vienne du rugby et qu'il ait un peu cette mentalité. Bon, à la fois d'avoir assez d'assurance pour assumer un business, d'assumer de dire à 22 ans, tu sais, il y a un peu ce côté, les rugbyman un peu orgueilleux, un peu, voilà, j'ai déjà une certaine estime de moi, etc. Qui fait que je pense qu'il a eu les balls de se lancer dans l'aventure. Et puis voilà, un mec sympa, un mec vrai, un mec sincère. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, OK, c'est lui, ça ne sera pas les 2 autres. Donc après, encore fallait-il que ça puisse aller au bout d'un point de vue finance pour lui, etc. Ce qui est fort heureusement le cas. Voilà, donc ça, c'est le premier point. J'ai eu le feeling avec lui. Voilà. Et donc, non, ça n'a pas été facile. Après, c'est vrai que beaucoup de gens me demandent en ce moment, alors, mais ça ne te fait pas bizarre? Parce que tu vois, là, je suis retourné pas plus tard que juste avant notre enregistrement. Là, je suis retourné faire une séance. Et les gens m'écrivent en me demandant, mais alors, mais c'est ta salle, ça ne te fait pas bizarre de voir un autre gars? En vrai, ça ne me fait pas bizarre parce que c'est un choix. On ne m'a pas mis dehors, je ne l'ai pas fait contraint. Donc, déjà, je pense que ça change la donne. C'est pas comme si on m'avait mis dehors parce que je ne pouvais plus payer, quelqu'un reprenait. Là, je me sentirais un peu exproprié ou expulsé, ce qui n'est pas le cas. Et puis après, mon autre projet étant excitant et intéressant, ben voilà, après, c'est la capacité à, comme au moment où j'ai pris la salle, à dire, OK, ben, demain, je serai gérant de salle. Au moment où j'ai dit, bah, demain, je serai plus gérant de salle, je serai autre chose, et ben, on part sur autre chose, quoi, tu vois. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut être capable de prendre des décisions rapidement et également de tirer un trait sur le moment venu, sur les choses qui étaient cool. Et voilà, en tout cas, le lieu en lui-même, ça ne me peine pas de le quitter. C'est des murs et de la fonte, hein, on ne va pas se mentir. Ce qui me peine le plus, c'est le relationnel avec les clients qui, du coup, s'est arrêté. Je suis toujours en contact avec eux, mais il n'y a plus cette proximité de voir les gens 2, 3 fois par semaine pour la majorité. Maintenant, c'est plus que des petits échanges SMS ou des trucs comme ça, quoi. Tu vois, c'est d'avoir coupé cette complicité avec les gens, c'est ce qui m'a le plus ennuyé, si tu veux. Après, d'arrêter la salle, l'activité, non, sincèrement, ça me. Et comme je te l'ai dit, je pense que j'avais un peu bouclé le cycle aussi en 9 ans. 9 ans, mais je pense à raison allez, entre 60 et 80 heures par semaine depuis 9 ans. De présence, d'investissement, d'implication, des premières années un peu dures d'un point de vue économique. Tu vois, ça tient les nerfs un peu à rude épreuve quand même. Donc voilà, et puis j'avais envie de changement et moi je fonctionne un peu comme ça. J'ai besoin d'être toujours un peu excité. Et puis quand ça commence à trop ronronner, je trouve qu'il faut un peu se foutre dans la merde, tu vois, pour se sentir un peu vivant. Complètement Euh, d'accord. Et c'est voilà. pour ça que je t'ai invité, parce que moi, j'aime bien je suis comme ça dans la vie, j'aime bien les gens qui ont, je vais dire, plusieurs vies en une, Ouais, tu vois, qui, une fois qu'ils ont creusé un truc et que c'est devenu facile, calme plat, mais plutôt serein, tu vois, genre bien, ouais, et bah, tu te dis, vas-y, c'est bon, je vais faire autre chose. Je vais essayer de me ouais, remettre un peu dans la merde pour ressentir cette petite excitation du challenge, etc. Et plutôt que de se dire, quand tu arrives à la retraite à 62 ans, ouais, bah, j'ai fait le même métier depuis que j'ai 20 ans. Au final, tu as vécu plusieurs vies, tu vois, pour moi, et ça, c'est ouais. super intéressant. Du coup, Ouais, c'est quoi le projet? Actuellement, là, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore parlé sur tes réseaux non. sociaux, etc. Mais quand ça va sortir, tu auras officialisé les choses. Donc, Ouais, j'aurais c'est quoi les bails? Ah, après, si tu es proche de Clément, il te l'a peut-être dit, parce que Clément, il le sait, non? On n'en a pas parlé. Non. Ok. Tu peux, en vrai, je ne lui en voudrais pas s'il te l'avait dit, hein, mais Ah, je pars, moi, sur ma vie, ok. on n'en a pas parlé. Je pars vivre en Russie dans 10 jours, en fait. Je pars vivre à Moscou. Donc là, alors on enregistre, on est le 19 janvier, tu vois, je pars soit le 31, soit le 4 février, avec un client, en fait, tout simplement, un client que j'ai rencontré. Je pense que l'anecdote, elle peut parler un peu aux gens aussi au terme de. En fait, en 2014, donc ça faisait 1 an que j'avais la salle, en gros, hein, à peu près, à quelques semaines près. Je m'entraînais avec le même meilleur pote avec qui j'ai pris la décision d'ouvrir cette salle. On faisait une séance à la route, comme ça, un après-midi.
et je reçois un message sur Messenger d'un gars que je suivais sur Facebook et tout, qui me dit oh frérot, donne-moi ton numéro, je t'appelle. Ok, donc bam, j'envoie mon numéro. Pas d'intro, pas de rien, hein, juste donne-moi ton numéro, je t'appelle. Ok. Il m'appelle de Los Angeles. Il me dit ok, c'est simple, on est jeudi. Est-ce que samedi, tu peux être à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans le sud de la France? Au début, il me dit à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je lui dis écoute, je sais même pas où c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il me dit bah, c'est dans le sud, à côté de Monaco, machin, nan, nan. Je dis ah ok, d'accord. Et donc, je commence naïvement et niaisement à lui dire bah, tu sais, donc j'ai ma salle, c'est pas facile, j'ai des adhérents. On est jeudi, c'est samedi, ça va être compliqué. Nana, tu vois, limite à lui dire, j'ai pas demandé l'autorisation à ma meuf, quoi, tu vois. Euh, les gros trucs de victime. Heureusement, j'ai pas dit ça, mais voilà. Et à côté, mon pote Abderrahim, il me fait des grands signes en mode, mais ferme ta gueule et dis oui, tu vois. Il sentait le truc, tu vois. Il sentait que c'était pour un bon truc, tu vois. Et donc, le mec là que j'ai au téléphone, il me dit, ok, c'est simple. Il me dit, écoute, moi, je bosse pour un Russe. Et mon patron, il a un directeur et il sera dans le sud de la France pour 3 semaines. Il veut un coach. J'ai pensé à toi parce que à l'époque, moi, je postais beaucoup en anglais. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Avec du recul, ça me donne plus envie de me gifler qu'autre chose. Surtout que j'avais une communauté qui était beaucoup plus petite et je faisais mes posts en quinri, tu vois, en me disant c'est stylé, c'est fun. En vrai, c'est rien du tout. Arrête-toi. Mais bon, voilà. Tout le monde fait Bref, ça maintenant, par contre, hein. ouais, ouais, mais en vrai, quand tu as 100 000 abonnés, je comprends. Quand tu as 2 200 abonnés, comme j'en vois certains, arrête, s'il te plaît, arrête, tu vois. Quand tes abonnés ils sont en Bretagne et dans la Creuse, il n'y a pas du tout moyen que tu communiques en anglais, je pense. Mais bon, voilà. Et du coup, il me dit, OK, donc voilà, il faut que tu saches parler anglais. J'ai l'impression que tu parles anglais. Je vois que tu t'entraînes un peu, c'est stylé ce que tu fais. Nanana, OK. Oui ou non? Il me dit, écoute, le deuxième que je vais appeler, là, tu es le premier. Le deuxième, il va dire oui, je te préviens, décide-toi. Donc, j'étais payé tous les jours. J'étais payé, je sais plus, je crois, 300 euros par jour que je bosse ou que je bosse pas. Voilà, logé, nanana, défrayé et tout. Donc, bref, je dis oui. Il me dit, OK, bah oui, c'est parti. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à bosser pour un Russe. Je crois d'ailleurs, pour l'anecdote, que c'était Jocelyn à l'époque qui était mon stagiaire et que je lui avais demandé au pied levé de faire 2 semaines de full-time à la salle. Il avait accepté. Donc, c'était cool parce que sinon, j'aurais été obligé de fermer la salle au free access. Donc, ça aurait été un bourbier pas possible. Ouais, je crois que c'était Jocelyn à l'époque. Et du coup, voilà, donc me voilà parti dans le sud avec un client, un russe que je connaissais pas. Les débuts, c'était pas facile parce que plein de choses. Et au final, on a grave accroché. Après Cap Ferrat, je l'ai coaché à Dubaï. Après, je l'ai coaché à Moscou en décembre. Après, on a arrêté. On ne s'est jamais perdu de vue. On s'est toujours gardé en contact sur Insta, des likes, des trucs, des petits coms, des machins. Et pendant le Covid, il m'avait recontacté l'année dernière. Je n'avais pas pu y aller parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, on pouvait pas voler. Et cet été, il m'a recontacté encore. Je l'ai coaché en Sardaigne. Pour ceux qui me suivent de très près, ça va leur parler. On a fait 2 séjours en Sardaigne. On a vu passer la piscine, je crois. Ouais, voilà. Et après, donc on était à Dubaï au mois d'octobre. Et voilà. Et à la fin du séjour en Sardaigne, il m'a fait une proposition et que j'ai accepté en fait. Voilà. Donc, si tu veux, avant ce séjour de cet été, je n'avais pas du tout pour projet d'arrêter la salle, de revendre la salle. Surtout que, encore une fois, pour ceux qui me suivent, j'étais ambassadeur Eleiko là, cette année, là, ce qui est quand même un truc très cool. Et Dieu sait que Eleiko, ils n'ont pas des masses d'ambassadeurs qui m'ont équipé full la salle et tout. Et donc voilà, donc la salle, il y avait même l'étage qui avait été rénové en mars. Donc, si tu veux, la salle n'a jamais été aussi bien que depuis 6 mois, en fait, tu vois. Et c'est ce que j'ai dit à mon repreneur. Mais voilà, la vie est faite que la salle, elle commence seulement à être comme j'aurais aimé l'exploiter depuis toujours. Mais qu'au milieu de ça, il y a une opportunité qui passe. Il y a, comme j'aime bien le dire, un train qui arrive à quai. Bah, tu as le choix. Soit tu montes et des nouvelles choses s'offrent à toi avec peut-être des nouvelles galères, avec peut-être, en l'occurrence, je pense, beaucoup de kiff à venir. Ou alors tu restes à quai en te disant, ben ouais, l'Aïko, c'est bien, la salle, c'est cool, nana, je suis dans mes petits chaussons, mais tu passes à côté de l'expérience de ta vie, peut-être, tu vois. Et donc voilà, j'ai pas voulu me manquer ce train-là, donc j'ai accepté. J'ai accepté, j'en ai parlé quand même à ma femme, tu vois, qui a accepté. Sachant que quand j'en ai parlé, elle était enceinte de 7 mois, 6 mois. Mais voilà, après, c'est une vraie opportunité. Donc là, on va déménager. Elle va me rejoindre un mois après.
Donc, elle me rejoindra, je pense, début mars avec notre fils, qui aura 4 mois. Voilà, et puis donc, on plie tout à Dijon et on redémarre à zéro à Moscou, quoi. Et l'idée, du coup, c'est de le coacher Ouais, l'idée, en 7 fait, sur je vais 7, être, de vivre ouais, avec lui, quoi. je vais être, Enfin, de vivre ouais, avec lui. je vais être full-time pour lui, si tu veux. Ouais, ouais. Je serai même, je pense, j'aurai un statut un peu, je pense, salarié. Et je serai son coach, en fait. Je serai son coach. Je serai un peu le coach de la famille. Après, voilà, sa femme, elle a un coach qu'elle aime bien. Elle est fidèle à son coach. Donc, voilà, il n'y a pas spécialement de raison qu'elle change. Mais ouais, en fait, je serai à sa dispo, quoi. Alors, après, les gens le voient d'un côté péjoratif quand on dit à sa dispo. C'est pas ça. Ça veut pas dire il me dit, il claque du doigt et j'arrive en courant avec la langue qui pend et je le coach, tu vois. Mais voilà, ma seule contrainte et mon seul job dans ma journée sera de coacher un mec pendant 2 heures, 3 heures. Voilà. Un peu son fils aussi, tu vois, qui est assez jeune, mais voilà, l'idée, c'est que je lui fasse un peu une éducation physique globale, un peu martiale, un peu muscu, enfin voilà, un peu un truc comme ça. Voilà, et donc je vais être son coach en fait. Ok, et donc c'est vraiment que vous avez accroché d'un point de vue humain aussi. Ouais, ouais. On a vraiment accroché. Il est jeune, il a 39 ans, tu vois, donc on n'a pas une différence d'âge de ouf. Il a l'âge d'être un de mes potes, tu vois. Et on a ce relationnel un peu, comme on disait l'autre fois en rigolant, pour ceux qui ont vu le Loup de Wall Street, tu vois, et on a un peu le relationnel de DiCaprio euh, avec, merde, j'ai oublié son nom, mais avec le gros, là, un peu, tu vois, de bro, tu vois, à s'envoyer des mèmes de cul sur WhatsApp. On rigole, quoi, tu vois, c'est mon pote, si tu veux. Après, moi, je suis très professionnel dans le boulot et je perds pas de vue que c'est mon client, qu'il faut que ça se passe bien, que les Russes, ils sont très exigeants et ça, voilà, ça échappe à personne quand tu gravites un peu dans ce milieu. Voilà, mais c'est un mec exceptionnel, c'est un mec vraiment, c'est vraiment un mec bien, c'est un mec gentil, sa famille, je la kiffe. Tu vois, ses enfants, je les considère comme mes enfants, tu vois, enfin, ou comme mes cousins, je sais pas comment on peut dire, tu vois. Donc voilà, donc je vais bosser pour eux, quoi. Je vais bosser pour eux. C'est très intéressant cette histoire-là, parce qu'en fait, tu vois, les gens pourraient le voir comme une prise de risque. Moi, je vais plus le voir comme une prise d'opportunité et de saisir le wagon quand il se passe, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que tu sais jamais vers quoi ça peut t'amener, ce genre Bah, d'aventure. tu, Tu peux en tu avoir sais peur. Enfin, jamais. je comprends qu'on puisse en avoir peur, mais au final, c'est fort probable qu'il y ait encore plus qui se développe et des trucs inattendus. Tu vas vivre des expériences assez incroyables. C'est fort probable, tu vois. Ouais, ouais, non, sincèrement, c'est plus royal que risqué, tu vois, d'un point de vue conditions, etc. Après, tu as le risque d'aller effectivement dans un pays où c'est diamétralement une culture différente. Attends, je sais pas si tu entends. J'arrive. T'inquiète, pas de souci, t'inquiète. On est les amis des bêtes ici. Je vais meubler pendant que Vince est parti. Il Euh, y a un bébé qui pleure et un chien et un qui jappe. chien. Désolé pour Un ceux qui. chien. T'inquiète, ma chienne elle vient d'aboyer, mais on n'a pas entendu parce que le micro s'est coupé. Ah, ok. Du Voilà, coup, donc, tu nous disais que c'était plus ouais, royal que risqué. ouais, alors après, voilà, encore une fois, en perdant pas de vue que je lâche une grosse clientèle à Dijon, que effectivement j'ai une salle qui avait pignon sur rue, etc. C'est là qu'il y avait quand même un peu la décision à prendre, tu vois. C'est pas comme si j'étais en galère de clients, que je venais de me lancer et que je faisais, tu vois, 400 balles par mois péniblement, tu vois, ce qui n'était pas le cas. Euh, mais voilà, mais c'est quand même trop kiffant, je trouve, de se mettre en danger, d'arriver dans un pays où c'est même pas le même alphabet, tu vois. Elle est là, la mise en danger, tu vois. C'est qu'il faut réapprendre les codes culturels, il faut réapprendre une langue, il faut réapprendre à se mouvoir dans une ville de 18 millions d'habitants comme tu habites à Dijon où ça fait 150 000 habitants. Voilà, tu vois, il y a l'éloignement avec la famille qui est, à mon sens, le challenge le plus important, tu vois, enfin, d'être coupé de sa famille, moi, voilà, de priver mes parents de leur petit-fils qui a 4 mois. Voilà, c'est ça les vrais challenges, tu vois. Mais encore une fois, quand tu aspires en tant qu'homme à grandir, à te confronter à des choses, à avoir un peu, tu sais, ces petits papillons dans le ventre, tu vois, quand tu commences quelque chose, à la fois cet engouement, cette impatience, et à la fois, ouais, c'est pas crainte, mais
si devoir faire ses preuves, même si, voilà, moi, comme je t'ai dit, je l'ai coaché la première fois en 2014. Bon, on n'a pas fait non-stop de 2014 à maintenant, mais mes preuves, on va dire, elles sont faites, mais ça reste. Après, comme avec tout, quand tu es prestataire de service, tous les clients, ils sont exigeants, je pense, tu vois. Mais voilà, là, j'ai affaire à un genre de clientèle où il y a un niveau d'exigence qui est très élevé, tu vois. Et c'est là qu'est la prise de risque, la mise en danger. Fais pas un pas de travers, tu vois. Mais à la fois, j'ai jamais fait un pas de travers, que ce soit avec un sportif de haut niveau, un client normal. J'ai jamais manqué à mes devoirs, tu vois. Donc, je sais que ça n'arrivera pas. Je suis pas inquiet. Je me fais confiance sur le boulot. J'ai 2000% confiance en moi. J'ai l'orgueil de me dire je sais ce que je vaux. Que voilà, s'il est venu me chercher, c'est aussi parce que il a eu des centaines de coachs depuis, tu vois. Et s'il est revenu vers moi, c'est aussi parce qu'il pense que bah, je fais l'affaire plus qu'un autre. Et après, il y a vraiment cette alchimie humaine, tu vois, qui lui a été décisif pour lui dans sa propos et qui, moi, a été décisif dans mon choix. C'est que voilà, vraiment, je sais que je ne vais pas coacher juste un client où c'est chiant, où ça me casse les couilles de passer des heures avec lui. Non, c'est vraiment, je vois un pote et on rigole et en même temps, on s'entraîne, quoi, tu vois. Et voilà, et je vais voyager dans le monde entier. Enfin, voilà, ça va être ouf, quoi. Ça va être ouf C'est comme je disais, et c'est une espèce d'autre vie. Enfin, non, c'est une autre vie. C'est pas une espèce d'autre vie. Je pense que c'est une autre vie. Tu vois, sur plein de paramètres, c'est une autre vie. Sur les routines du quotidien, c'est une autre vie. Sur le rythme de travail, c'est une autre vie. C'est-à-dire que moi, les grosses journées là, en 2021, j'étais sur 11 coachings peut-être tous les jours, tu vois, à part le dimanche. Donc, 11 coachings égale 11 heures, tu vois, 11 heures de cours à donner par jour. Plus moi les 2 heures que j'essayais de me trouver pour l'entraînement, plus allez, les cours de piano, plus les trucs. Donc ça fait des journées qui durent 14 heures, où tu es éclaté le soir, tu kiffes ce que tu fais, donc ça t'aide à accepter le fait d'être éclaté tous les soirs. Mais voilà, c'est vachement rigoureux, c'est vachement exigeant. Et je sais que j'aurais pas tenu, je pense, ce rythme-là encore 20 ans, de toute façon, tu vois. Et du coup, je suis content de changer, d'arrêter avant d'avoir eu la lassitude de ma vie actuelle, tu vois, que j'ai eu jusqu'à maintenant. Parce que j'aurais pas aimé que mes clients actuels ressentent cette lassitude. J'aurais pas aimé, moi, mettre mes réveils et me dire ça casse les couilles d'y aller. Non, ça, je ne l'ai jamais vécu, je ne l'ai jamais ressenti. Et on fait un boulot plaisir, un boulot passion. Et en aucun cas, on peut ressentir ça. Tu vois, si tu ressens ça, c'est que tu ne fais pas le bon boulot ou c'est qu'il faut arrêter, c'est que le format ne te convient pas. Voilà, ça c'est ce que je pense malheureusement ressentent les gens qui travaillent à l'usine, qui font des vrais boulots de labeur, tu vois. Nous, on fait des heures. Enfin, toi, j'imagine, moi, je faisais des heures, mais ce n'est pas des heures de labeur, c'est des heures où tu as des échanges constructifs avec des gens qui veulent se reprendre en main, pour lesquels tu es une ressource clé. Donc, tes heures passées, même si c'est 12 heures par jour, elles sont valorisées. Quand tu bosses à l'usine 8 heures par jour, tu n'es pas valorisé, tu vois. ouais, je suis clairement d'accord. C'est ce que j'arrête pas de répéter dans les podcasts. En réalité, moi, j'ai pas l'impression de travailler dans ma vie parce qu'en fait, mon travail, je kiffe. Donc, je me dis pas, voilà, je suis en train de travailler, je vais avoir fini après, je vais pouvoir mentalement décharger, passer à autre chose, etc. C'est dur, c'est non, parce qu'en fait, on a choisi notre taf et c'est un taf plaisir, comme tu l'as dit. Donc, ça, c'est vraiment super important. Je dérive un tout petit peu Ouais, du vas-y, sujet, vas-y. mais sans dériver vraiment. Tu avais lancé les podcasts à l'époque, enfin les interviews, podcasts, je ne sais pas comment Ouais, tu t'appelais ça pour Ça dit quoi en partenariat avec Fitness Boutique. ouais. Moi, je trouvais ça excellent. Simon, c'est un grand fan de Ça dit quoi. Est-ce que ça coïncide l'arrêt de Ça dit quoi avec cette nouvelle aventure ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Pas du tout. En fait, ça dit quoi? Je l'avais lancé parce que moi, ce que je kiffe, c'est ce qu'on est en train de faire là, tu vois, c'est de discuter avec des gens. Je m'en suis rendu compte vraiment en faisant mon boulot, c'est-à-dire que la partie que je préfère dans le coaching, c'est l'interaction, c'est c'est le côté mentaliste, c'est le côté où tu connais tellement les gens que tu as ce levier sur eux, tu vois, ce levier pour un levier positif, hein, c'est pas rentrer dans la tête des gens pour agir de manière machiavélique, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment l'échange et parce que c'est ça qui est enrichissant, tu vois, c'est l'interaction entre deux êtres humains. Je pense que chaque personne qu'on croise sur Terre, on peut avoir une discussion avec elle et cette discussion va nous élever, nous enrichir sur un aspect, sur une anecdote, sur un sentiment d'admiration, d'empathie, de quelque chose, peu importe, tu vois. Mais je pense que chaque être humain qui interagit avec un autre être humain, même s'ils sont de milieux
socio-culturels différents, peu importe, c'est enrichissant. Et donc, moi, le plaidoyer de base pour les Sadiquois, c'était OK, je vais interviewer des gens qui font des trucs de ouf. C'était ça à la base, tu vois. Je voulais interviewer que des gens au début dans le monde du sport. Et très vite, je me suis dit non, non, comme je t'ai dit au début du podcast, cloisonne pas. Parce que les gens qui sont inspirants, c'est pas que des gens qui courent le 100 mètres en 9 secondes ou, tu vois, ou des gens qui snatchent 220, loin de là. Les gens qui sont inspirants, c'est les gens qui entreprennent des choses, qui se mettent en danger. C'est pour ça que j'ai eu un boulanger qui a fait une grève de la faim. C'est pour ça que j'ai eu une nana qui est allée à Pékin à vélo alors qu'elle ne faisait pas de sport. Voilà, c'est juste, OK, tu as envie de donner un vrai sens à ta vie. Tu vois, tu as envie que ta vie, elle ne soit pas juste faite de ton enveloppe corporelle qui se lève le matin de son lit, qui va au travail, qui rentre, qui fait à bouffer, qui se couche. Tu vois, il y a une partie des gens qui acceptent voilà, d'accomplir des choses, de se mettre en danger. Voilà, Louri, l'explorateur, qui maintenant commence à être bien connu sur Insta aussi. Enfin, voilà, tous les parcours un peu atypiques. Et du coup, la question de pourquoi j'ai arrêté malheureusement parce que j'avais atteint, je pense, un stade où les vidéos marchaient bien. Tu vois, il y a certaines vidéos qui ont fait plus de 50 000 vues. Donc et moi, je m'étais fixé comme objectif à 1 an que toutes mes vidéos soient minimum à 80 000 vues. Donc, j'en ai parlé avec pas mal de potes youtubeurs et tout, des mecs un peu connus, qui m'ont dit, à mon avis, c'est ambitieux, mais bon, ça peut, on ne sait jamais, tu vois. Et du coup, une fois que j'avais écumé mon réseau de gens un peu influents, tu vois, les Marine Leleu, les gens comme ça qui ont une grosse audience, mais qui étaient faciles à avoir parce que c'est des amis, c'est des gens avec qui je suis proche, tu vois. Donc, même si c'est des gens qui ont 500 000 abonnés, tu leur demandes, ils vont te dire oui, tu vois, parce qu'elle m'a dit oui tout de suite. Mais après, j'ai commencé à vouloir avoir des gens de ce gabarit-là en termes d'audience, mais qui ne me connaissaient pas et qui ne me devaient rien, même amicalement. Et du coup, je t'avoue que j'ai essuyé tellement de refus de oui, oui, on verra, de OK, je te redis, tu vois, que au bout d'un moment, je t'avoue, ça m'a un peu découragé. Donc, tu vas me dire que c'est un peu antagoniste avec mon tempérament, mais je t'avoue que ça m'a cassé les couilles d'avoir l'impression de pleurer, tu vois, vers des gens pour avoir une date, un créneau. Et, et à chaque fois, c'était des annulations, finalement, je peux pas, finalement, mes enfants, truc, tu vois, enfin. Et je t'avoue que ça m'a un peu frustré. Et d'échec en échec, de non-réponse en non-réponse. Voilà, parce que malheureusement, la réalité des réseaux, c'est ça, c'est quand tu commences à démarcher des gens qui ont une pastille bleue sur Insta. Si toi déjà, tu n'as pas de pastille bleue, c'est compliqué de ne pas passer à la trappe. Que quand tu as une chaîne YouTube qui a que 7 000 abonnés, alors même si tu as des gens connus dans les interviews, tu vois, des acteurs, voilà, et quand tu démarches des gens qui ont 400 000 abonnés, 500 000 abonnés sur YouTube, ils te prennent un peu de haut, malheureusement, tu vois. Ils te prennent de haut et du coup, ouais, on verra, ouais, peut-être. Et non, c'est pas ouais, peut-être, tu vois. Moi, il y a une équipe de tournage, il y a 3 personnes, il y a plusieurs personnes qui nous ont posé en plan des veilles de tournage. Faut quand même savoir que chaque podcast, il coûtait pas loin de 1 000 euros, tu vois. Que l'équipe de tournage, il y avait 3 personnes à chaque fois, qu'il y avait 3 jours de montage de vidéo, enfin, qu'il y avait 3 heures de prépa, de setup avant pour chaque vidéo. À la fin, ça ressemblait à un plateau télé, le bordel, tu vois. Et du coup, de sentir que les gens, voilà, ils honoraient pas leurs paroles, ça m'a. Et je digresse du coup, mais c'est pour ça en fait que je suis revenu te voir, que je t'ai dit alors le podcast et tout, on le refait, tu vois, parce que tu m'avais demandé il y a longtemps en plus, tu vois. Et je voudrais surtout pas, et dans ma vie, je voudrais jamais être ce genre de gars qui honore pas sa parole, tu vois. Et je considère que quand quelqu'un t'invite sur son média, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a 3 jours, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Donc, le mec, il s'est excusé 200 fois d'être une toute petite chaîne avec. Tu vois, le mec, il doit avoir 200 abonnés sur Insta, machin, tu vois. Et, euh, et quand on t'invite, t'as beau être n'importe qui, si tu dis oui, t'honores ta parole, tu vois. Sinon, t'es pas un homme en vrai. Ce qui définit un homme, c'est sa parole. Si t'as pas de parole, ça sert à rien, mec. Tu vois, rentre chez toi. Donc, c'est pour ça que voilà, moi, je voulais surtout pas t'avoir dit oui. Et après que tu te dises, ah vas-y, il s'en bat les couilles. En fait, il m'a dit oui, mais il fera pas le podcast, hors de question, tu vois. Je Et rebondis là-dessus. C'est hyper sympa d'ailleurs. Merci beaucoup. Tu vois, nous, on non, a à non, peu non, près le. non, non, mais Non, encore une mais fois, vraiment, vraiment. Tu vois, je vais reprendre ce que tu as dit. Moi, j'ai pas invité. Alors, j'ai invité des gens qui étaient plus ou moins connus. J'ai invité des potes à moi qui ne sont absolument pas connus, mais qui ont des expériences de dingue à raconter dans le podcast. J'ai invité des gars comme toi, qui avaient à peu près comme nous 20-25 000 abonnés hmm, sur Insta, donc une notoriété et surtout une communauté active. hmm, Mais
tu vois, je savais même pas combien tu avais d'abonnés sur Insta. En vrai, moi, je te suis depuis longtemps, mais je regarde pas le nombre d'abonnés des gens. Mhm. Je t'ai invité parce que sans réfléchir, je savais que tu allais dire oui. Mhm. Parce que ça se voit que tu es quelqu'un d'humain et qui est quelqu'un, tu vois, il n'y a pas de filtre à travers tes réseaux. Je pense que tu es la même personne en vrai que sur les réseaux, comme Ouais. nous. Moi, je prends la caméra parce qu'il faut nourrir Instagram, etc. Et Ouais. je me filme de face, mais en vrai, c'est pas du tout mon délire. Je le fais parce qu'il faut le faire pour le business, etc. Et je suis exactement la même personne face à la caméra que dans la vie de tous les jours. Et je pense que toi, c'est pareil. Du coup, j'ai invité des gens que dans ce sens-là et j'ai pas eu de refus pour l'instant. Et c'est pas parce que je suis un gros média, loin de là. Le podcast, il a 3 semaines, tu vois. J'ai déjà tourné Ouais. énormément d'épisodes, mais il a 3 semaines. Et les gens que j'ai invités, je savais qu'ils refuseraient pas. Si quelqu'un refuse, c'est qu'à mon avis, il est pas dans le. Ou que du moins, il te met un plan, ça, c'est encore pire. S'il ne s'en excuse pas, du moins, je trouve ça encore pire d'un point de vue respect de la personne que tu as en face de toi. C'est qu'il est pas vraiment dans le même mood que toi, au final. Ouais. Ouais, mais alors je te souhaite pas de le vivre aussi, mais moi, mon idée de base, c'était pas d'avoir que des pastilles bleues ou que des grosses audiences, si tu veux. C'est juste que, comme je te le Moi dis, non plus, hein, moi non plus, vraiment. non, non, mais que quand chaque émission, elle coûte 1 000 euros, et puis moi, quand je l'ai fait à l'époque, j'avais même eu l'orgueil de dire ça sera le Joe Rogan français, enfin, ça va être le podcast de ouf, de machin, mon cul sur la commode. Bah, quand tu affiches des ambitions, et en plus, on était sur une lancée, on en a tourné énormément, et je pense que l'erreur que j'ai fait, c'est que je les ai sortis de manière trop rapprochée. Donc, j'ai énormément nourri, ce qui fait que la chaîne a pris des abonnés, etc. Et du coup, après, il y a eu une espèce de cassure parce que j'avais plus assez de rythme de tournage et d'abonnés. Et là où je voulais en venir, c'est que quand les invités sont pas connus, ben, on s'en est rendu compte avec les audiences, c'est que malheureusement, bah, par exemple, le boulanger, là, qui est le mec qui a fait la grève de la faim, qui a pourtant fait les plateaux avec Hanouna, il a fait TPMP 2 semaines d'affilée et tout. Sauf qu'on l'a eu 3 semaines, on l'a eu sur la chaîne 3 semaines après son dernier TPMP. Donc le buzz était un peu retombé. Alors qu'il avait quand même sollicité Macron pour sa grève de la faim, pour garder son apprenti, enfin un truc de ouf, tu vois, il s'était vraiment. Et moi, je me suis dit, ouah, lui, c'est un truc de malade, ça va marcher. Il a fait Hanouna et tout. Sauf que ce mec-là, en tout cas, et en plus dans ma communauté, il est personne, c'est pas un sportif. Le mec, il est gros. Non, mais voilà, dans ma communauté, tu vois, il parlait pas. Et du coup, la vidéo, alors qu'elle est ultra poignante, touchante, tout ce que tu veux, elle n'a pas marché de ouf parce que ce mec-là, personne ne le connaît, tu vois. C'est-à-dire que quand les gens cliquaient sur son Insta en se disant, ah tiens, c'est qui son nouvel invité, ils ont vu un compte Insta avec 2 000 abonnés. Ils se sont dit, ah ouais, lui, c'est un clampin perdu, tu vois, alors que pas du tout. Et c'est pour ça que je me suis très vite rendu compte que, ben voilà, moi, je voulais des gros invités, des gros sportifs, des comédiens. Après, voilà, avec l'équipe, les mecs, ils se montent, Charles et tout, et c'était toujours la surenchère de ouais, mais il te faut Etchebest, ouais, mais il te faut Thomas Pesquet, ouais, mais j'ai dit ouais, mais les gars, on va pas choper Thomas Pesquet ou Etchebest ou Didier Deschamps ou je ne sais qui ou Teddy Riner en plafonnant à 50 000 vues, tu vois. En fait, il y a une espèce de réalité de marché. Parce qu'à l'époque, comme je te l'ai dit, tu vois, ça monopolisait 3 personnes. Moi, je faisais des fois une journée ou même une journée et demie sans coaching pour dédier tu vois, la journée à la prépa du truc, etc. Donc, manque à gagner de mon côté d'un point de vue boulot. Mais c'était tellement une flamme quand je l'ai lancé, ce truc, que je m'en foutais. Tu vois, je perdais en chiffre d'affaires, mais j'avais tellement l'impression de kiffer ma nouvelle vie de journaliste que waouh, ça m'épanouissait, tu vois, et que ce que je perdais en rémunération, je le gagnais en enrichissement ouais, d'excitation de nouveaux projets, un peu comme avec la Russie, tu vois. J'avais réactivé une flamme qui me donnait envie de chercher des invités. Et j'envoyais des mails, des fois, je te jure, longs comme ça, bah voilà, en cirant un peu les pompes du gars que tu invites, en lui disant qu'il est exceptionnel, qu'il est génial, que machin, nanana. Et comme on peut voir les mêmes des mecs qui se prennent des vents sur Insta, le mec, il te lâche un vu, quoi, tu vois. Comme le gars qui va jouer une sérénade à une meuf en DM sur Insta et elle ouvre le message et basta, tu vois. Alors que lui, il a tout donné. Moi, j'avais un peu ce sentiment-là, des fois. Ouais, j'ai passé une demi-heure à écrire un mail et le mail, soit il n'y a pas de réponse, soit il y a merci, ça ne m'intéresse pas, avec 3 fautes d'orthographe. Bah, en vrai, nique ta race, tu vois. Et, et au bout d'un moment, voilà, ça m'a usé et j'avoue, j'ai pas persévéré. L'équipe, il me disait alors, on en est où les invités? Parce qu'il y avait un engouement de ouf, tu vois. Voilà. Et c'est vrai que là, je t'avoue que là, j'ai l'impression, et ce que je déteste, de ne pas avoir fini quelque chose, tu vois.
parce que, encore une fois, j'ai affiché des grosses ambitions. C'est comme un gars qui dit je vais gagner la médaille d'or au JO et en fait, aux interrégions, il ne se qualifie pas, tu vois. Bah, tu as parlé pour rien un peu. Et du coup, moi, ça a beaucoup buzzé. Il y a eu beaucoup d'engouement, il y a eu beaucoup d'interactions et ben, ça a un peu pchité vers la fin. Alors, je t'avoue que si j'étais resté en France, j'aurais repris parce qu'à la fin de l'été, ça m'avait un peu beaucoup manqué. Je m'étais dit, allez, il faut reprendre. J'ai le support de Fitness Boutique, c'est quand même pas rien, tu vois, enfin, qui, avant même que le premier épisode soit sorti, m'ont fait quand même un chèque pour payer les vidéos et tout. Donc, c'était stylé. Et donc, j'étais prêt à reprendre. Après, voilà, encore une fois, la vie fait que ben, voilà, je ne reprends pas. Peut-être qu'on relancera le truc dans un an si je rentre dans un an, dans 3 ans si je rentre dans 3 ans. Peut-être que je ne le relancerai pas. Mais en tout cas, c'était des moments de ouf, c'était des tournages de ouf. C'est vraiment bien. Et du coup, je comprends que tu aies aussi l'envie de faire ça, que tu aies aussi l'envie de. En fait, voilà, moi j'avais l'impression, en tout, parce que la majorité des gens que j'ai invités, surtout sur les 10 premiers, c'est des gens que je connaissais. Et je me suis dit, ils ont une histoire qui est trop incroyable pour qu'il n'y ait que moi qui la connaisse. Encore une fois, tu vois, je parle souvent de celui avec Aurélie Gonnet, là, je crois que c'est le numéro 4 pour ceux qui veulent aller voir sur la chaîne. C'est une Dijonnaise qui n'est pas connue, mais son parcours de vie, ce qu'elle a fait d'aller à Pékin en vélo, s'il te plaît, c'est d'arriver à Pékin, de courir le marathon de Pékin sans s'entraîner, sans être coureuse, sans rien du tout. Si ce n'est pas une putain de leçon de commence pas à me dire il fait un peu frais, j'irai courir demain, tu vois. T'inventes pas des excuses, repousse pas demain, procrastine pas, tu vois. Et c'était que ce genre d'anecdote ouais, de gens où je me suis dit, attends, il faut que tout le monde sache. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie un peu, tu vois, de faire. Et c'est marrant parce que, je sais plus, l'autre fois, j'ai reçu un DM d'un gars qui m'a dit, ah, c'est bizarre, t'as arrêté sur Nephaël. Est-ce que c'est parce que ça t'a fait du tort et du coup, tu vois euh, et en fait, je lui ai dit, mais je pense que tu n'as pas regardé le podcast. Parce que d'une, ça ne m'a pas fait du tort. De deux, c'est un de mes préférés. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, les gens inspirants, ce pas des gens qui font du sport. Donc certes, elle est dans l'industrie un peu du porno et tout, mais elle a un parcours de vie qui est incroyable. C'est une nana qui est ultra intelligente, qui est ultra intéressante, qui s'exprime super bien. Et voilà, et qui a le courage d'assumer un choix de vie, de gagner extrêmement bien sa vie avec. Enfin voilà, c'est ça qui est inspirant, tu vois. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'inspiration, elle ne vient pas que de gens qui soulèvent des grosses barres ou qui ont un six-pack plein de stéro et de GH, tu vois. Malheureusement, parce que c'est ça qui est véhiculé sur les réseaux, je sais pas, tu vois, c'est les modèles fitness, les Siméon Panda et consorts, là, tu vois, les mecs qui sont à 5 millions d'abonnés sur Insta, torse nu en six-pack devant une McLaren et les gens, ils trouvent ça inspirant, mais il n'y a rien d'inspirant, frère. C'est zéro, c'est pas des. Voilà, tu vois. Euh, donc voilà, donc je me suis dit, je veux interviewer des gens. Encore une fois, j'invite les gens qui ne connaissent pas Joe Rogan, s'ils comprennent l'anglais, à aller voir ses podcasts. Voilà, le gars, il reçoit des. Et moi, en fait, à la base, je voulais recevoir des chercheurs. C'était quand il y avait le Covid. Je me suis dit, attends, je vais aller chercher des infectiologues au CHU, des machins, des pro. Et même mon équipe, il me tempérait, il me disait, mais Vince, va chercher un infectiologue, même si le mec, il a 10 PhD et qu'il a fait des conférences au Texas, il fera pas d'audience, ton pote, tu vois. Parce qu'encore une fois, quand tu commences à faire un truc avec des moyens et qui monopolise 3 personnes, bah, si la vidéo elle fait 200 vues, t'as envie de te jeter sous un train en vrai, tu vois. Je suis Euh, d'accord. Tu vois, je rebondis encore une fois. Je vais avoir dit, je rebondis au moins 10 fois dans ce podcast. On n'a pas fait de trame pour ce podcast du tout. Et je savais que la discussion allait nous mener là où je voulais qu'elle nous mène. Là, actuellement, en fait, est-ce que tu penses que la limite de ça dit quoi, c'était pas la gestion des réseaux sociaux. YouTube est un réseau social comme Instagram. Et le fait justement de réussir à mettre en avant des trucs qui, toi, te tiennent à cœur, mais qui ne sont pas forcément bons pour l'algorithme YouTube ou Instagram, etc., qui malheureusement régit un petit peu tout ce qu'on peut offrir aux gens en termes de contenu aujourd'hui. Tu veux dire, est-ce que je cherchais pas trop le contenu parfait? Non, justement, que c'est très difficile, enfin, qu'un contenu qui te plaît, toi, et qui vraiment te paraît super pertinent et qui est super pertinent pour les gens qui sont comme toi, donc les gens qui te suivent. Tu vois, moi, tu aurais fait un truc avec un infectiologue, j'aurais trouvé ça incroyable. Est-ce que le fait que les réseaux sociaux, forcément, ne l'auraient pas mis en avant
parce que c'est pas forcément bankable, etc. C'est pas ça qui pose problème, en fait. Si, c'est ça. Alors après, il y a aussi que j'ai que, je sais pas, 24 000 abonnés, tu vois, et que si j'avais 230 000 abonnés, bah, mon taux moyen d'audience aurait été quand même de base plus élevé, tu vois. Euh, Après, il y a aussi que maintenant, les gens, ils se prennent d'affection pour. Franchement, je sais pas. Je t'avoue qu'à un moment, je me suis aussi demandé si certaines vidéos ne marchaient pas parce qu'elles n'avaient pas attrait au sport et que ma communauté était une communauté de gens qui aimaient le sport, qui aiment me voir soulever des grosses barres et faire le mongol dans ma salle, tu vois. Et je pense qu'il y aurait peut-être fallu un peu plus de temps pour que bah, l'étiquette de coach laisse un peu place à l'étiquette de podcasteur, tu vois, que j'aurais aimé avoir vraiment, tu vois. J'arrivais même à un moment où ça marchait de ouf et on faisait ça, on en tournait 3 par semaine, à me dire, ben, dans 6 mois, l'objectif, c'est que je fasse plus de coaching en vrai. J'étais un peu dans cette optique-là, tellement je kiffais les 3 heures où je tournais, en fait, tu vois. Ouais, parce que ça t'anime, parce que c'est un truc qui te fait plaisir et quand tu fais un truc, tu vas à fond, quoi. Ouais, tu vas à fond. Et alors, tu vois, un infectiologue du CHU de Dijon, je pense que la vidéo, elle aurait fait un pchit monumental. Peut-être que si j'avais eu le PDG de Pfizer comme Lex Friedman, un autre podcasteur, un Américain a eu, peut-être que ça aurait fait des vues, mais je ne peux même pas te le garantir. Et ça, je dirais que c'est triste parce qu'en temps de Covid, si même le PDG des vaccins que tu te fous dans le cul, ça ne t'intéresse pas de l'écouter parler, ben c'est grave en vrai, tu vois. Mais malheureusement, les gens, des fois, ils veulent un peu un contenu superficiel, un contenu édulcoré, un contenu torche-cul, tu vois. Et moi, j'essayais de ne pas tendre vers ce contenu torche-cul tout en voulant quand même un peu être, on va pas se mentir, choquer un peu les gens, sulfureux. C'est quand même aussi pour ça que j'avais pris Nephaël. C'était pour emmener les gens là où ils ne m'attendaient pas. C'est-à-dire qu'ils m'attendaient peut-être à avoir Dimitri Klokov. Bah non, je vous ramène une meuf qui fait des cams sexy. Mais écoutez-la, parce qu'à chaque fois, c'est ce que je disais aux gens, si je l'interview, c'est que pour moi, c'est intéressant. Et je voulais surtout pas passer d'un judoka à un haltéro, à un crossfitter, à un diététicien, à un powerlifter. Parce que moi, comme je te l'ai dit au début, de plus en plus, ça me casse les couilles de voir et d'entendre que du sport. C'est aussi pour ça que je me suis mis à la musique, etc. Et que encore une fois, voilà, l'inspiration, elle est bonne partout. Quand tu as un mec qui traverse le désert, qui se fait piquer par un scorpion, qui va peut-être crever, qui est au téléphone avec une meuf, qui se fout de sa gueule et qui s'en sort et machin, bah, ça me fait kiffer d'entendre des récits comme ça, tu vois. D'entendre un mec ultra chiant qui parle que de sa planif, que de sa bouffe et de ses 3 RM et de ses pourcentages à 86%, à 84%. Moi, j'avais pas du tout envie d'interviewer des gars qui me parlaient de ça, tu vois. J'avais envie d'interviewer des gens qui allaient me parler d'autre chose. Mais peut-être que c'est peut-être là que voilà, c'est sûr que si j'avais eu Thibaut InShape, qu'après j'avais eu Nassim Saïli, enfin tu vois, des coachs connus en France qui ont une grosse audience, bah, j'aurais fait des vues. Mais c'était pas ce que je voulais, tu vois, c'est pas ce que je voulais encore une fois. Est-ce que, bon, tu as 25 000 abonnés sur Insta, tu dis que c'est pas beaucoup, mais en vrai, ça fait quand même un stade de foot, tu vois, en vrai Ouais, de ouais, vrai. non, Moi, non, mais moi, je trouve que c'est je ne beaucoup. m'adresse pas. Comment tu gères Non, les mais réseaux sociaux, sachant que t'es un petit peu plus vieux que moi, hein, mais t'es pas de la génération où tu es né avec, tu vois, t'es pas né avec Facebook, t'es pas né avec Instagram, TikTok, etc. Comment tu, comment tu gères ça et comment tu t'en sers, si tu t'en sers d'un point de vue business et quelle est la limite de ces réseaux sociaux selon toi aujourd'hui? C'est une question qui est hyper subjective, hein. non, non, mais c'est une bonne question et euh, je pense, comme me l'a fait remarquer un mec avant-hier là que j'ai reposté dans mes stories, je pense que je suis, j'allais dire, je pense que j'essaye d'être authentique, mais c'est même pas j'essaye, c'est que je suis authentique. C'est-à-dire que bah, je sais pas, je peux me filmer en train de marcher dans la rue avec des claquettes trouées, en train de promener mon chien et de mettre une vieille punchline de rap. Donc un truc qui n'apporte rien, qui ne me sert pas, si tu veux, en tant que coach, ou qui va pas me mettre en avant, me mettre en valeur mes skills, ou donner envie aux gens de me prendre des programmes, si tu veux. Moi, je prends vraiment plus mon compte Insta comme, allez, un moyen quand même un peu c'est très orgueilleux ce que je vais dire, mais de montrer aux gens que physiquement, je sors du lot quand même, de par mes perfs, mon gabarit, et comme je le mets des fois dans des posts de manière arrogante, je fais du curl, mais pas comme ton coach, ou je fais des abdos, mais tu vois, ou je fais du gainage avec le poids de ta mère sur le dos. Voilà, les trucs un peu arrogants que j'aime bien faire.
Mais sinon, c'est plus du fun. C'est à l'inspi, c'est du fun. Avec quand même, j'espère que les gens le perçoivent, et je pense que c'est le cas en ligne de fond, qu'il y a de la discipline. Qu'il y a de la discipline, qu'il y a la tasse à café tous les matins. Et cette tasse à café, c'est vrai que souvent les gens me disent pourquoi tous les matins tu mets ta tasse, tu vois. Je la mets pour montrer aux gens que ce qui compte, c'est pas les coups d'éclat dans la vie, c'est la putain de régularité. C'est-à-dire que mets pas ta tasse à café une fois à 2h45 du matin et après, plus jamais on la voit, tu vois. Parce que tu vas nous faire bluff, t'es un ouf, tu te lèves à 2h45 pour t'entraîner, mais les 2 mois qui suivent, on t'a pas vu t'entraîner le matin. Ça sert à rien, tu n'inspires personne. Alors que si tu es capable, en fait, c'est ce qui fait gagner une bataille en général, c'est quand tu exerces une pression et que cette pression, tu la relâches jamais. Au bout d'un moment, ton ennemi, il lâche, tu vois. Ou alors là, dans mon cas, parce qu'on ne parle pas d'ennemi, c'est au bout d'un moment, les gens, ils admettent que ouais, en fait, ce mec-là, il s'impose une discipline. Il ne faut pas croire, ça me coûte, hein, il y a des matins, ça me coûte de me lever à 5 heures. Mais c'est de me dire, lève-toi, parce que tu auras une plage horaire que la majorité des gens n'ont pas. Et du coup, après, bah, c'est de caser des choses sur cette plage horaire et de faire fructifier cette plage horaire, tu vois. Parce que le temps, c'est une putain de richesse que moi, j'ai l'impression que j'en manque pour coacher, pour passer du temps avec ma femme et mon fils, pour faire du piano, pour faire du sport. Et si tu ne te lèves pas à 5 heures, bah, tu n'as pas de temps, en fait. Alors qu'à l'inverse, si tu te lèves à 5 heures, bah, déjà l'écueil et l'excuse de « Ah, mais t'as vu, je ne peux pas m'entraîner. » Bah, si, tu peux t'entraîner, lève-toi. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Donc, et moi, vu que je respecte que les gens qui s'imposent des choses, enfin, je respecte que, pas que, mais les gens qui me font kiffer, qui m'inspirent, c'est ces gens-là, et que j'ai quand même envie que mon compte serve à inspirer les gens, bah voilà, j'essaye de montrer aux gens que je m'impose une discipline, que là, je ne travaille plus, je n'ai pas de clients là. Mais 5 jours sur 7, je me lève quand même encore à 5h30, sans client. C'est-à-dire que je me lève, des fois, je pars chez moi à 8h, je me suis levé à 5h15. Mais je me suis levé, je me suis imposé cette rigueur. Je ne te dis pas qu'il y a des matins où je me dis putain, je suis vraiment un clochard, j'aurais pu dormir un peu plus parce que je suis cuit. Mais c'est pas grave, on est dans le keep going et on est dans. Si tu regardes l'année qui vient de s'écouler, eh ben, ça n'a pas fait les montagnes russes. Tu vois, si on prend un électrocardiogramme, il est plat, tu vois. Il n'est pas plat dans le sens il est ennuyeux et linéaire, il est plat dans le sens tu es régulier. Parce qu'encore une fois, il n'y a que dans la régularité que tu accomplis des choses. Il n'y a que le mec qui va à la salle 4 fois, 5 fois par semaine qui va transformer physiquement. Il n'y a que le mec qui mange clean 90% du temps qui va se transformer physiquement. Il n'y a que le mec qui joue d'un instrument de musique tous les jours qui va progresser. Il n'y a que le mec qui apprend une langue étrangère tous les jours qui va savoir la parler au bout d'un moment. Voilà. Il n'y a pas des gens qui s'entraînent une fois par semaine ou qui mangent n'importe comment 90% du temps et qui progressent. Ça n'existe pas. La régularité, les progrès, ils se font que dans la régularité, ils se font que dans la discipline. Et c'est ça que j'essaye de donner aux gens, en fait, tu vois. C'est carrément intéressant ce que tu as dit. Il y a Jocelyn qui m'a dit il n'y a pas longtemps, justement, que la performance, c'était que de la régularité, en fait. Et j'aime bien cette phrase. Ça me plaît bien. Bien sûr, sinon, encore une fois, c'est des coups d'éclat, tu vois. Donc, un coup d'éclat, ça peut être la chance. Ça peut être si on parle d'adversité, ça peut être bah, ce jour-là, il n'y avait personne à la compète, donc tu as gagné. Alors que non, quand tu es régulier, tu vois, il y a un mec, c'est Tim Kennedy, c'est un mec qui a une grosse audience, c'est un ancien SEAL qui a aussi fait de l'UFC, qui a combattu pour la ceinture en middleweight à l'UFC et tout. Il combattait il y a 10 ans, tu vois, mais bon, maintenant il est vachement dans les armes à feu, les trucs, mais je le kiffe, tu vois. Et sa devise, c'est harder to kill, tu vois, parce que bon, lui, il est aussi survivaliste, un peu, enfin voilà, tout ça. Mais pour être harder to kill, ça nécessite que d'aguerrir ses skills toute la putain de journée, en fait, et tous les jours, toute l'année. Sinon, tu n'es pas harder to kill, tu vois. Sinon, tu n'es pas un mec drillé, tu vois. Il y a beaucoup ça dans les forces de l'ordre, dans les unités spéciales. Les mecs, ils parlent toujours de driller les situations, driller les choses, c'est-à-dire driller la manière dont tu éjectes ton chargeur et tu renclenches un chargeur, driller la manière dont tu mets en joue. Et il n'y a qu'à force de répéter les choses que ça devient des automatismes. Et moi, quand je mets mon réveil le soir, ben, ça ne me fait plus bégayer. Tu vois, je mets un réveil, point, je vais me coucher, je sais que demain, je vais me lever. Je ne suis pas inquiet de me dire est-ce que je vais me lever, est-ce que je vais aller courir. Non. Si j'ai décidé la veille que je vais aller courir, je ne te dis pas que tous les jours, j'y vais avec l'envie. Je ne te dis pas que tous les jours, j'y vais, j'ai le smile ou j'ai le feu sacré. Mais j'y vais. J'y vais en me disant fais le job.
Et je pense que fais le job, c'est un peu ce que le mantra que devraient se répéter les gens dans leur tête. C'est fais le job en te disant que les bons jours, d'une, tu n'as pas de mérite, mais tu vas kiffer. Les mauvais jours, ça va te coûter. Mais crois-moi que les mauvais jours mis bout à bout feront que au bout du chemin, au bout de l'aventure, tu seras plus solide que le mec qui est à côté ou le mec qui est en face. Parce que la vie, c'est qu'une putain d'aventure. Que si on fait le parallèle avec les jeux vidéo, je l'avais fait dans le podcast de Rudy Koya, donc ceux qui l'ont vu vont me dire je me répète, mais moi j'aime bien voir ça comme on est un personnage de jeu vidéo, un personnage d'un petit RPG pour les geeks. Et en fait, on a plein de jauges et au fur et à mesure de sa vie, il faut améliorer les jauges. Tu vois, il faut améliorer la force, comme dans l'entraînement, comme dans le CrossFit, comme tu vois. Donc, tu améliores ta force, tu améliores ta stamina, donc tu améliores ton endurance, tu améliores le nombre de langues que tu vas parler, tu améliores tes skills en fait. Ce qui fait que plus les années passent, plus tu es un être humain accompli intellectuellement et physiquement en fait. Et voilà, donc c'est fais le job et sois harder to kill. Encore une fois, sans être dans un mood survivaliste ou pro-arme ou psychopathe ou je ne sais quoi, tu vois. C'est juste, ben, en fait, s'il y a une situation dans ta vie où il faut courir, eh ben, mon gars, cours. S'il faut nager, ben, nage. S'il faut grimper un petit bout de falaise, ben, sois pas juste un bodybuilder de 120 kilos engoncé dans son débardeur qui peut pas gripper un bout de roche et s'extirper et peut-être se sauver la vie, tu vois. Et s'il faut plonger pour sauver la vie de quelqu'un dans un fleuve, ben, c'est nager, sauve la vie de quelqu'un parce que tu as un peu d'endurance et que tu es un peu fort pour tirer quelqu'un sur la berge, etc. Tu vois. C'est ça le harder to kill, je trouve. C'est être prêt à l'inconnu finalement, tu vois. C'est en ce sens-là que j'ai de la sympathie pour le CrossFit, c'est parce que eux ils plaident vraiment ça, tu vois, le d'être prêt à tout en fait, physiquement, d'un point de vue épreuve physique. Euh, et voilà, et je pense on se doit, Michailou, après je te coupe parce que je pense que tu as envie de rebondir et je parle trop en vrai, mais je crois il avait fait le parallèle avec une citation de Socrate, je crois, qui disait qu'il fallait être un citoyen accompli. Et il y a un listing que les gens pourront retrouver sur Internet. Et un citoyen accompli, en gros, c'est être capable de couper du bois pour son foyer, c'est être capable de sortir une arme et de faire face à un ennemi, c'est être capable de se battre à main nue, c'est être capable de conduire un véhicule motorisé, c'est être capable de dégorger une bête pour se nourrir s'il faut, c'est être capable de lire un livre, tu vois, c'est ça être un citoyen accompli. Et je pense que bah, c'est ce vers quoi on devrait tendre, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis tout à l'heure que le monotâche, pour moi, n'est pas intéressant. Parce que le monotâche ne fera jamais de toi un citoyen accompli, au sens large. Tu vois, on a parlé dans ce podcast, on arrive sur la fin, je vais te poser une dernière question après parce que je sais que tu as des choses à faire après. On a parlé dans ce podcast entre deux prépas physiques, moi je suis kiné aussi, mais de tout sauf de corps humain et de sport, tu vois. On a plus parlé d'être humain en fait et de façon d'être. Et ce qui est important dans la vie, c'est d'être un bon humain en fait. Et un bon humain, il est capable de faire plein de choses, que ce soit mentalement ou physiquement. Et ça, c'est super important. On va finir sur une petite question. Je pose la question à tous mes invités. Je vais te donner une liste de valeurs. Des valeurs, c'est des mots derrière lesquels toi, tu mets une signification, soit qui te ressemble, soit qui t'anime, ou vraiment qui sont des leitmotifs pour toi. Et tu vas devoir m'en garder que 3. Alors, je ne t'en donne pas 10 000, mais je vais t'en donner plusieurs pour que tu aies l'embarras du choix, même si j'ai toujours une petite idée de ce que les gens peuvent me répondre. Mais parfois, on est un petit peu surpris de ce qu'ils nous disent. Tu es prêt à jouer au jeu? Vas-y, on est prêt. Alors, je te les donne dans l'ordre alphabétique. Ambition, amitié, amour, audace, authenticité, autodérision, combativité, courage, créativité, efficacité, équilibre, excellence, fidélité, foi, gentillesse, influence, intelligence, justice, loyauté, partage, performance, pouvoir, rigueur, sincérité, tolérance, travail, famille et volonté. Tu dois m'en garder 3 là-dedans. J'ai envie d'en garder 15. Ouais, je sais, c'est dur, hein, c'est dur. C'est atroce.
Les trois vraiment qui sortent, tu vois. Les trois qui sortent du lot. Alors, je te dirais, en fait, amour, amitié, c'est deux valeurs qui me sont vraiment chères, mais j'ai envie de dire au-delà de ça, fidélité, parce que pour moi, la fidélité, elle va englober la fidélité dans l'amour et l'amitié, en fait, tu vois. Et ce qui me permet, en choisissant fidélité, de pas ou choisir amitié ou choisir amour, tu vois. C'est de choisir les deux. Parce que de toute façon, je pense que l'amitié vraie au sens frère d'armes, c'est une forme d'amour aussi, tu vois, pour tes frères. Donc pour ça, je pense que je choisirais fidélité. Après, authenticité. Authenticité parce que c'est que les rapports humains authentiques qui m'intéressent. C'est que ouais, il y a que ça qui m'intéresse. Les trucs fake, les trucs intéressés, les trucs ça m'intéresse pas. Donc je pense authenticité. Et après, en vrai, il y en a un million, mais tu vois là, j'ai essayé de les noter à la volée quand ils m'intéressaient un peu. J'ai noté rigueur, sincérité. Euh, je vais dire rigueur parce que pour moi, sincérité et authenticité, ça peut être un peu la même chose aussi. Euh, C'est-à-dire que quand tu es sincère, je pense que tu es authentique. Quand tu es sincère dans tes rapports, ça veut dire que tu ne te trahis pas. Si tu ne te trahis pas, tu es quelqu'un d'authentique. Voilà. Et rigueur, parce que je ne crois pas que tu aies mentionné discipline. J'ai pas mis de discipline parce que c'était pas dans la liste, mais ouais. Ok, C'est... non mais rigueur. Rigueur, parce que c'est clairement quand même ce qui me définit. C'est ce que je m'impose chaque putain de journée. Donc voilà. Et donc du coup, j'aurais pu faire encore 5 ou 6 autres listes de 3, évidemment, mais voilà, rigueur. Et parce que tout demande, et je trouve que la rigueur, c'est bien de terminer par celui-là, parce que toutes les autres valeurs qu'on voudrait s'octroyer, eh ben, elles demandent de la rigueur pour s'y tenir, tu vois. Que ce soit la combativité, que ce soit l'authenticité, que ce soit la fidélité, que ce soit l'ambition. Aucune de toutes ces valeurs, si tu t'imposes pas la rigueur et dont on parlait tout à l'heure, la discipline, bah, tout tombe à l'eau en fait. Tu vois, c'est-à-dire que si du jour au lendemain tu abandonnes, ben, ton couple il tombe à l'eau, tes amitiés tombent à l'eau, ton projet professionnel tombe à l'eau, ton projet sportif tombe à l'eau. Donc voilà, rigueur, je pense que c'est indispensable aussi. C'est bien parce que tu es en phase avec ce que tu dégages sur les réseaux sociaux, même si les gens ne te connaissent pas en vrai. Je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour ses proches, ça c'est sûr. Tu es authentique dans ce que tu fais sur Insta. On voit que c'est toi, tu vois, que tu joues pas un jeu. Et la rigueur, bah, la petite story du matin avec le café, elle justifie totalement ça. Vince, merci encore pour ton temps. Merci. Merci, vraiment merci d'avoir répondu présent. Les amis qui écoutaient le podcast, n'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles sur toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez. Allez Seulement suivre si ça le Vincent. mérite. Je te Ouais. coupe, mais seulement si ça le mérite. On est authentique. Si Et vous c'est vrai, c'est pensez vrai, que, c'est vrai. Si vous si trouvez que vous c'est de la pensez que j'ai merde, été notez pas, ouais. éclaté, eh ben, vous mettez qu'une étoile et c'est tout ce que je mérite si c'est ce que vous pensez. Je Mais pense si pas. vous pensez que ça tue, mettez en avant le podcast Training Thérapie et merci pour l'invite. Merci pour l'invite. Je fais juste une petite parenthèse parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui qu'on soit, je pense que quand on nous offre une tribune, faut déjà remercier la personne qui t'offre cette tribune, tu vois, parce que tu as pris 2 heures de ton temps pour m'écouter jacter et Dieu sait que je jacte. Donc, ce n'est pas un dû, c'est pour moi un moyen d'exprimer, un moyen de me mettre en avant. Et voilà, encore une fois, merci parce que voilà, c'est une plage horaire offerte pour moi pour parler, pour discuter. C'est un kiff pour moi, mais voilà, les gens oublient que. Parce que et en fait, ça, je m'en suis rendu compte aussi, on clôturera là-dessus parce qu'après, je veux me taire. Que les gens très connus, en fait, ont l'impression que c'est toujours eux qui te donnent une chance de les écouter parler. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, qui que tu sois, bah, n'oublie pas que tu ne vaux pas mieux peut-être qu'un autre être humain et tu ne vaux pas mieux qui plus est, surtout parce que tu as une passe bleue, une grosse audience, en fait. Voilà. Donc, si les gens te donnent un moyen de t'exprimer, ben, sois-en et de la gratitude. Voilà, et merci aux gens qui vont m'écouter jacter. J'espère que ça vous aura plu, inspiré. Et que si ce n'est pas le cas, ben voilà, dites au moins pourquoi, quoi. Bâchez pas le podcast ou me bâchez pas juste en disant t'es une merde. Dites-moi t'es une merde parce que 2 petits points, un tiret, 2 tirets, 18 tirets si vous avez envie. Voilà. Et sinon, bougez-vous le cul, faites des choses de votre putain de vie parce que ça passe vite. Et merci encore. Merci encore, les gars, pour votre invitation.
Sur ces belles paroles de Vince, encore une fois, je rebondis, il va me refaire parler encore, mais avec ce podcast, en vrai, ni toi ni moi ne gagnons grand-chose d'un point de vue financier ou d'un point de vue visibilité. Les podcasts, ça a aucun intérêt. Par contre, en fait, là, ce Moi, que je je m'en fais, fous. moi, pendant 2 heures, c'est que je suis posé comme si je discutais avec un pote sur un banc Bien sûr. et en fait, ça me fait plaisir, tu vois. Et j'ai la chance de pouvoir vivre ça dans ma vie. Donc, c'était principalement le but. J'espère qu'on vous a transmis des bonnes vibes aujourd'hui. Si c'est pas le cas, bah, vous nous le dites, il n'y a pas de problème. Les amis, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Encore une fois, merci Vince. Et bah, peut-être qu'on en refera un autre quand tu auras un peu écumé ta nouvelle expérience en Russie. Là, Allez, ça avec pourrait grand être grave plaisir. intéressant. Plaisir. Avec grand plaisir. Les amis, à la semaine prochaine.